Bonjour à tous et bienvenue à Canal Presse de ce 10 décembre 2023. C'est votre émission d'actualité qui vous permet de reparcourir justement l'actualité telle que déroulée au courant de la semaine. Et ce jour, nous parlerons de la problématique des routes communales au Cameroun, l'apport des routes communales pour le développement du Cameroun. Nous dirons un mot sur l'état, la situation de ces routes communales et nous dirons encore un mot vers la fin de cette émission sur la loi de finances 2024 adoptée jeudi dernier à l'Assemblée nationale. Et puisque nous parlons bien d'un magazine d'actualité, nous allons ouvrir cette émission en passant en revue quelques faits d'actualité qui se déroulent depuis hier dans la capitale camerounaise. Nous avons la convention du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui se tient depuis hier en deuxième partie de cette émission. Nous irons sur place vivre l'ambiance au palais des congrès. Mais avant, nous allons dire un mot sur l'élection à l'ordre national des médecins du Cameroun réunie hier en Assemblée générale extraordinaire. Enfin, on connaît le nom du nouveau président de l'Ordre national des médecins du Cameroun avec de nombreuses années de tractation. Alors donc à Yaoundé, pour parler du docteur Rodolphe Fonkois, qui a été élu par ses pairs pour présider aux destinées de l'Ordre national des médecins du Cameroun pour les 3 prochaines années. Il s'en sort largement vainqueur avec 246 voix contre 139 pour le professeur Noël Essomba. Et deuxième est Yves-Pierre Basson qui referme le podium avec 58 voix. L'élection qui a débuté samedi, donc hier à 7h, s'est poursuivie jusqu'aux premières heures de ce dimanche 10 décembre. Et nous vous replongeons dans l'ambiance de cette nuit folle pour la profession médicale avec nos reporters Joël Diom 3, Samuel Ebakissé, de retour du palais des sports de Yaoundé. Il est donc 3 heures du matin ici au palais polyvalent des sports de Yaoundé et l'élection arrive à son épilogue. Le Conseil national des médecins du Cameroun a porté à sa tête le docteur Rodolphe Fonkois qui est élu président avec 239 voix contre 139 pour le professeur Essomba qui est son suivant, et puis le docteur Basson qui s'en sort à la 3e position avec 58 voix. À l'annonce de ces résultats, c'est une clameur immense qui s'est emparée du palais polyvalent des sports de Yaoundé. Les médecins ont fait la démonstration de ce qu'ils peuvent se prendre en charge, a dit un candidat vaincu. Les médecins sont donc serrés, rattachés autour de celui-là qui présidera désormais aux destinées de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Un an a passé, il a dit qu'ils ont beaucoup souffert. Aujourd'hui, il faut panser les plaies pour que le médecin camerounais retrouve toute sa splendeur. Palais polyvalent des sports de Yaoundé, Joël Diom 3, Samuel Ebakissé, Canal 2 International. Et merci de m'avoir invité à cette belle émission. Vous êtes philosophe, analyste politique également. C'est à ce titre que nous recevons sur ce plateau. Adamou Moussa, bonjour, bienvenue. Bonjour Michael, merci de m'avoir invité. Bonjour à mes co-panélistes. Bonjour à la grande famille de BTP et bonjour à tous vos millions de téléspectateurs à travers le monde. Vous êtes inspecteur général au ministère des Travaux publics à Yaoundé. C'est avec vous qu'on parlera des routes tout à l'heure. Et puis, le 4e invité de ce dimanche, Viltran Pedga. Bonjour, bienvenue. Bonjour Michael Toutio, bonjour à tous les co-panélistes, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2 International et bonjour aussi surtout aux Camerounais de la zone rurale.
Voilà, on comprend pourquoi vous parlez des Camerounais de la zone rurale. Vous êtes consultant en infrastructure. D'abord, je voudrais qu'on se permette, pourquoi pas un petit commentaire sur l'élection à l'Ordre national des médecins du Cameroun. Jean-François Chanon, le messager, a traité cette affaire depuis les péripéties, toutes les bisbilles qu'il y a eu autour de cette élection à l'Ordre national des médecins du Cameroun. Mais enfin, les médecins ont leur président, on va dire ça ici. Ah, Michael, quand vous dites enfin, on peut dire ouf. En fait, le messager a donné la parole à tous ceux qui voulaient s'exprimer par rapport à toutes les pesanteurs qu'il y avait autour de cette élection. Et je suis heureux de voir qu'il y a un dénouement aujourd'hui, que l'on a enfin désormais un nouveau président et que peut-être les médecins vont pouvoir désormais resserrer leur coopération pour pouvoir se dire qu'ils peuvent eux-mêmes déjà organiser une élection. Parce que ce qui m'a étonné un peu, c'était... on est obligé d'appeler Elecam pour venir organiser l'élection d'un corps de métier. Alors que c'est quand même des PhD en médecine. C'est-à-dire qui ont une méthodologie, non seulement en médecine, mais aussi une méthodologie de rationalité. Il y a un philosophe ici. Autrefois, j'ai fait philosophie dans les débuts de mes études et quand j'étais scolastique. Donc, un peu de comprendre tout ce qui m'étonnait, c'est de savoir comment des médecins qui ont quand même, pour être médecin, il faut minimum, comme on disait autrefois, bac plus 7. Minimum bac plus 7. Ne peuvent pas s'organiser. Qu'est-ce qui faisait problème? Est-ce le politique? Et tous ceux qui se sont exprimés au cours de nos colonnes ont donné des points de vue. Parfois, les gens ne comprenaient pas où est-ce que le messager se situait, mais on donnait la parole à tout le monde. Ceux qui voulaient s'exprimer, ceux qui voulaient se contredire, on donnait la parole à un camp aujourd'hui, demain on donne à un autre camp. On est un journal de débat. Dans tout ce qui regarde notre société, le messager donne la parole à tout le monde pour qu'on ne nous taxe pas d'avoir choisi un camp qu'on est manipulé. Et c'est l'esprit du messager. Et nous avons suivi cette actualité. Je crois qu'aujourd'hui, les reporters qui ont été au palais de congrès toute la nuit, comme ils ont été aussi, au palais des sports toute la nuit, comme ils ont été aussi toute la nuit au palais des congrès, seront restitués dans le rendez-vous de demain, tout ce qui s'est effectivement passé. Dominique Yantimba, un commentaire également. On parlait de l'intrusion du politique dans cette affaire. Un candidat d'ailleurs très soupçonné d'être soutenu par le ministre de la Santé publique en personne. Aujourd'hui, c'est un dénouement heureux, comme disait Jean-François Chanon tout à l'heure. Écoutez, c'est enfin, parce qu'il faut que les médecins se consacrent à ce pourquoi ils ont été formés. Ils ont été formés pour soigner les gens. Et lorsque le politique essaye de, je ne sais pas à quelle fin ni pourquoi, mais lorsqu'on constate que le politique les divertit dans ce genre de tractation qu'on a observé depuis un an, c'est extrêmement regrettable parce que l'objectif du politique ne devrait pas être de divertir les médecins. Les médecins font un métier extrêmement rigoureux. Ce sont des scientifiques qui doivent rester très concentrés et lorsque on a le sentiment qu'ils sont baladés à gauche et à droite, c'est quand même très mauvais. Et cette façon d'humilier les gens les plus capés, ceux qui sont parmi les gens les plus capés de la République, c'est extrêmement désagréable. On ne peut pas estimer que des gens qui ont passé, pour les spécialistes qui sont là, plus de 10 ans à faire des études supérieures, qui ne sont pas capables d'organiser une élection que des lycéens organisent tous les jours dans le cadre de leurs associations et de leurs coopératives. Je crois que là, ça nous interpelle sérieusement et on se dit, attention, je crois que le politique franchit des lignes rouges. Parce que faut faire attention, les intellectuels, ou tout au moins, si vous voulez, les diplômés d'un certain niveau, ne vont pas du tout tolérer ce genre d'incursion, parce que ça donne le sentiment que vous sortez de nulle part et vous connaissez mieux que leur propre profession. Ça, c'est quelque chose qu'ils ne vont pas du tout accepter. Là, ils ont été calmes. Et croyez-moi, les facultés de médecine, si vous connaissez l'histoire des contestations sociales, ont souvent été des foyers extrêmement brutaux, à côté des foyers des philosophes. Donc il faut pas du tout que ça se reproduise pour que nos médecins fassent ce qu'ils savent le mieux faire dans un contexte d'ailleurs très difficile compte tenu de la qualité du plateau technique, du salaire, de la rémunération, donc le mot est mieux, de la rémunération. Je crois qu'il faut les laisser faire leur travail. Mais l'Ordre national des médecins, c'est une association. Je ne comprends même pas très bien pourquoi ça suscite
un tel intérêt pour l'État. C'est une association comme d'autres. Donc, ce n'est pas parce que c'est un corps qui peut être instrumentalisé dans un certain cadre. Et je comprends très bien qu'on sorte de la pandémie du Covid-19 et qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut absolument contrôler. Mais je crois qu'il faut les laisser faire. Et ils savent très bien faire, ces médecins, parce qu'on les voit faire tous les jours dans leur métier. Eh bien, je crois que c'était un ouf de soulagement pour les médecins. Et c'est aussi un ouf de soulagement pour les populations des régions de l'Est, de l'Ouest et du Sud qui savourent le passage du bitume. Autrefois habitués à des routes en terre semblables à des parcours de combattants, c'est avec bonheur qu'ils abordent désormais leur voyage et activités agro-pastorales. Nos reporters ont pu s'en rendre compte à la faveur d'une mission d'évaluation du ministère des Travaux publics ces derniers jours sur divers axes routiers du pays. C'est le grand reportage de la semaine que signe Daniel Anissé-Mboudié et qui nous sert de point d'ancrage du débat que nous aurons tout à l'heure. À tout de suite. Il n'y a pas que de mauvaises routes au Cameroun. Il y en a également de très bonnes, comme ce tronçon d'Ingaba de l'axe Obala-Nangaï-Boko-Mbouam sur la nationale numéro 1. 40 km, source de bonheur pour les agriculteurs qui, jadis, éprouvaient beaucoup de peine à écouler leurs produits sur le marché. Avant, ce n'était plus. Pour que la voiture passe même, c'était seulement le groumier. Il y a des petits véhicules qui entrent déjà, qui font Nangaminta. Donc, quand on arrive déjà au niveau du goudron, ce n'est plus compliqué pour nous pour arriver en ville. Soulagement idem pour les populations de l'axe Mbama-Messamena dans le département du Oignon à l'est. Le calvaire longtemps vécu par les transporteurs sur ce petit tronçon de 38 km n'est que lointain souvenir. À partir de Mbama, ici, arrivé à Messamena, parfois on dormait en route des jours. On perçoit là l'amélioration significative des conditions de vie de nos populations. Au niveau du carrefour où nous sommes partis d'environ 8 boutiques à plus d'une trentaine de boutiques. Dans la région de l'Ouest, ça roule aussi sans secousse sur l'axe Baganté, Balenjin, Galim, Fumbot, long de 107 km. Ici, des techniciens à plein pansement des dernières plaies de la chaussée. La fréquentation a repris des plus belles après un abandon des usagers chassés par des nids de poules. Elle ne circulait pas. Depuis que nous avons commencé les travaux, les gens sont au courant qu'elle circule et tous les jours il y a les véhicules qui passent. Sur le trajet, le pont servant de frontière naturelle entre le Noun et les Bamboutos a eu sa cure de jouvence. Les transporteurs jubilent. Avant, la route était mauvaise, mais maintenant, nous, on est très contents parce que maintenant, tu vas aller où ça ne perd pas le temps, c'est quelques minutes. Dans la région du Sud, on exulte également jusque dans l'arrière-pays. Sur l'itinéraire d'Omien, long de 21 km, les bourbiers ont cédé la place à ce bitume tout neuf. Cette route constitue une bouffée d'air pour les riverains et surtout les commerçants, qui peuvent aisément rallier le Gabon voisin. La route est bien faite. Ce n'est pas les anciens bus qui faisaient souvent en fer là. Ils ont dallé, on circule maintenant sans problème. Même s'il pleut, je peux quitter Yen, je me rends à Doum sans problème. Normalement, je viens au travail le matin, je rentre le soir. Pour aller à Moyamoussala, il y avait des raccourcis qu'on prenait à pied. Et maintenant, ce n'est que 500 francs. Moyamoussala est une commune à vocation agricole. Donc cette route nous aide beaucoup à booster le développement de nos populations et partant des visiteurs qui viennent chez nous. Ici au sud comme à l'est et à l'ouest, la route aide au désenclavement des grands bassins de production agricole. L'économie du pays s'annonce plus dynamique. Eh bien, elle se présente justement comme le véritable catalyseur du désenclavement des bassins de production au Cameroun. Les routes communales du pays se trouvent pour la plupart dans un très mauvais état. Tenez, seulement 1562 km sont bitumés sur un réseau routier de plus de 121 000 km, dont 79% des routes communales. Une situation qui complique l'évacuation des produits agro-silvopastoraux des bassins de production vers les grands centres urbains du Cameroun. Adamou Moussa, vous êtes, on l'a dit tout à l'heure, inspecteur général chargé des questions techniques au ministère des Travaux publics. Si on vous demandait de nous faire le point de la situation de l'état des routes communales au Cameroun à ce jour, que nous diriez-vous? Merci bien Michael. Vous avez déjà abordé la proportion des routes rurales par rapport à l'ensemble du réseau routier camerounais. C'est l'ossature même du réseau parce qu'il représente environ 80%. Sur les 122 000 km que nous avons de route, 98 000 sont
des routes communales. Les autres, c'est des nationales parce qu'il y a une nouvelle nomenclature routière qui a été mise en place en 2017 par un décret du chef de l'État concernant... ça concerne plutôt les autoroutes. Nous avons maintenant comme nomenclature routière au Cameroun. Il y a d'abord les autoroutes, il y a les routes nationales, les routes régionales et puis les routes communales. Vous allez constater que ce qu'on appelait dans le passé les routes départementales n'existent plus. Donc elles sont devenues, de par leur importance, intégrées dans le réseau des routes régionales. Et sur les 122 km, comme vous l'avez si bien dit, nous n'avons que 98 000 qui sont... bitumés. Non. Nous avons 98 000 qui sont des routes communales. Des routes communales. Mais sur l'ensemble, nous avons environ 10 000 km de routes bitumées pour l'ensemble du territoire, que ce soit régional, national ou communal. 10 000 sur 122 000. Sur 122 000. Donc, vous savez, il y a quand même un gap qu'il faut rattraper progressivement et des initiatives sont prises pour que ce gap soit résorbé dans le cadre de la stratégie nationale du développement 2030. Donc, on veut passer d'un ratio de 0,38 km de route bitumée par habitant à 0,42 d'ici la fin de cette période-là. Et ça va faire en sorte que le réseau bitumé augmente considérablement. S'agissant de l'état du réseau dans l'ensemble, il y a une bonne proportion qui est en bon état passable, c'est environ 40%. Et plus de 50% sont dans un mauvais état. Mais l'état des routes, qu'est-ce qui est à l'origine de cet état-là? Parce qu'en fait, il y a il y a un gap énorme entre les besoins et les ressources disponibles pour entretenir ces routes-là. Nous reviendrons peut-être tout à l'heure en profondeur sur les raisons, mais je voudrais également que vous situiez nos téléspectateurs. Quand on parle de route communale, à quoi est-ce qu'on fait allusion? Les routes communales, c'est des routes qui relient les villages entre eux et les villages avec les communes ou les communes entre elles. Mais dès qu'on parle d'une route qui part d'un département à une région, d'un département à la capitale régionale, on parle d'une route régionale. Ouais. Oui. Les routes communales, c'est bien, pour qu'on s'entende bien, ce qu'on appelait dans l'ancienne nomenclature les routes rurales. C'est bien ça. C'est ça. Ok. Mais quel rôle jouent les autorités locales, j'ai envie de dire les maires, dans l'entretien ou bien dans le montage de ces routes communales, les autorités communales, les maires? En fait, les maires, depuis, je crois, plus d'une dizaine d'années déjà, sont devenus des maîtres d'ouvrage pour les activités d'entretien et de maintenance du réseau communal. Ils reçoivent des transferts de compétences et des transferts de ressources à cet effet depuis 2010. Voilà. Alors, je reviens à vous, Viltran Pelgad. Comment l'état des routes communales peut-il affecter les communautés locales et même le développement économique dans les zones rurales? Alors, je pense que c'est une question qui a toute sa place pour nous autres qui venons aussi des zones rurales, parce que je suis né à Manjo. C'est un bassin de production dans le Mongo, pour ceux qui connaissent. Et donc, vous pouvez bien imaginer que l'État ne peut pas demander aux gens d'aller vers l'agriculture, vers les terres, sans penser à comment est-ce que les marchandises ou les produits vont être évacués. Et donc, effectivement, le mauvais état des routes fait que les paysans, les populations de ces zones rurales, ont tous les problèmes du monde. D'abord, à acheminer les éléments de production vers les champs. Ensuite, après la production, faire ressortir les éléments. Il y a beaucoup de denrées qui sont périssables. Vous avez de la culture maraîchère. Quand vous cultivez ce genre de culture dans des zones où vous n'avez pas d'accès facile à la route, il est clair que vous perdez une bonne proportion de vos productions avant même que ces productions n'arrivent au marché. Et quand bien même ça arrive au marché, parfois dans les arrondissements, ressortir encore pour aller vers les grandes villes, c'est un autre problème. Donc effectivement, la problématique des routes communales est telle que
il est très compliqué aujourd'hui de garantir un développement de ces zones rurales ou alors des arrondissements du pays sans qu'on ne puisse d'abord s'appesantir sur cette question. Pour ma part, le responsable technique du ministère des Travaux publics disait tout à l'heure qu'il y a eu un transfert de compétences vers les communes. Mais combien de communes au Cameroun ont un service technique adapté, formé pour traiter des questions de la gestion des routes, des entretiens routiers? Combien de communes au Cameroun ont ces services? Combien de communes au Cameroun sont capables de payer un jeune ingénieur qui est sorti de l'École nationale des travaux publics, diplômé en génie rural, parce que c'est une filière qui existe, il faut le signaler, ou en génie civil, voilà. Combien sont capables de payer ce genre de compétences? Combien sont capables de mobiliser un matériel minimum pour entretenir de manière saisonnière ces différentes routes communales? Donc je pense qu'aujourd'hui, ça devient très compliqué. Il explique lui-même que beaucoup de projets sont pensés à Yaoundé, c'est-à-dire qu'au niveau du ministère. Mais si c'est pensé au niveau du ministère, je pense que ça reste un problème. Il faut que le développement rural soit pensé de manière décentralisée dans les zones, parce que chaque zone a sa spécificité. Tenez par exemple, le week-end dernier, j'étais à Ndeuil à Bazou, vous voyez, c'est à l'ouest du Cameroun. J'ai remarqué que les populations de cet arrondissement, avec l'aide de la mairie, avaient pris la peine d'utiliser des pierres pour faire arranger certains tronçons routiers. Ils se sont battus comme ils pouvaient. Moi, ingénieur de formation, quand je suis passé, j'ai regardé, j'ai compris toute leur volonté, mais le manque d'accompagnement technique qui leur permettrait d'utiliser des ressources naturelles qu'ils ont en abondance dans leur zone pour pouvoir créer ce genre de facilité de circulation. Ouais. Donc, tous ces problèmes doivent être pris en compte pour qu'on donne aux communes l'autonomie et les capacités techniques de pouvoir se développer et utiliser leurs ressources locales pour pouvoir entretenir un certain type de tronçon routier. Jean-François Chanan, au-delà du désenclavement, du projet de désenclavement des bassins de production qu'évoquait Viltran Pedga tout à l'heure, est-ce qu'on mesure effectivement les conséquences de ce mauvais état des routes sur l'accès aux services essentiels, tels que la santé, par exemple, l'éducation, pour ne citer que ces deux-là? Vous savez, un pays qui se construit doit pouvoir aménager des mécanismes pour accélérer ce développement. C'est-à-dire que ça ne se résume pas, par exemple, à un simple département ministériel. C'est l'État du Cameroun qui doit prendre ses responsabilités, à se dire que qu'est-ce que nous pensons pour une période donnée, comment on va accompagner les communes, justement. Notre ami l'a dit, tout à l'heure, je vais m'habituer tout à l'heure. Donc, vient de décrire cela parce qu'il faut absolument arriver à quelque chose de dynamique. En 70 à peu près, au début des années 70, moi j'étais tout jeune et je voyais un peu dans mon village ce qu'on appelait les bases de route, les subdivisions de route. C'est-à-dire ça animait. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin d'appeler Yaoundé quand il y avait un problème immédiat à résoudre. Et toutes les bases de route étaient équipées en termes d'engins, en termes de... C'était une politique qui avait été pensée. Et même on avait pensé à cette époque-là aussi de pouvoir créer un fonds propre. C'est-à-dire loger au trésor, c'est-à-dire un fonds pour les grands travaux. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Moi, je parle encore au niveau de l'État, je ne suis pas au niveau du ministère des Travaux publics. Parce que cette politique doit se penser de manière nationale déjà. C'est-à-dire que les politiques doivent s'asseoir et se dire que bon, le développement, comme on le dit vulgairement, c'est quand il y a la route. Lorsque la route passe, le développement, vous avez suivi le reportage de tout à l'heure, à Minta. Autrefois, je rêvais d'une chose. Et avec un ami qui était délégué régional des travaux publics à l'Est, je lui faisais observer que le chef de l'État qui va goudronner Yaoundé, Kika, c'est-à-dire Mulundu, aura développé une bonne partie du Cameroun, parce que l'Est Cameroun, c'est très vaste. Contrairement, par exemple, il y a les mêmes problèmes à l'Ouest, mais l'Ouest est un peu concentré, les distances ne sont pas très grandes. Mais quand vous arrivez à Bertois ou à Bomba, vous n'êtes pas encore à l'Est Cameroun, totalement.
Vous êtes dans la partie, j'allais dire, occidentale de l'Est, celle qui connaît un peu une forme de développement accéléré. Parce qu'il y a le goudron, aujourd'hui. Moi, j'ai connu Bétois quand il n'y avait pas de goudron. Quand vous arrivez à Ayos, il fallait mettre un masque parce que d'Ayos jusqu'à Molundu, il n'y avait pas de route. Maintenant, il y a de la route jusqu'à pratiquement Batouri, monsieur Moussa, je crois. Donc, il reste encore Batouri jusqu'à Yokadouma pour que les gens se sentent totalement intégrés à la nation. Une nation n'existe que quand vous avez les mêmes les potentialités. Quand l'État, je dis bien l'État, qui est une entité neutre, mais qui a son impact, qui permet à tous les citoyens de se sentir chez eux. Pardon, pas chez eux, mais attendez, excusez-moi, je vais bien me concentrer, c'est peut-être le voyage de tout à l'heure, que chacun se sente citoyen du pays. Parce que si on dit qu'il y a des routes à Yaoundé, dans le Fundi, et qu'on dit qu'il y a des routes dans le Vouri, mais celui de la KDI, qui vit en Bang, qui vit à Mindourou, qui ne connaît pas de route, 60 ans pratiquement après l'indépendance du Cameroun, de quoi s'agit-il? Donc je proposais donc qu'on puisse revenir à cette politique. Est-ce que l'État peut prendre la décision de faire un fonds pour les grands travaux en se disant que les routes sont prioritaires? C'est un fonds, hors budget, logé au trésor. On peut mettre ça en place. On se dit qu'on fait ça et on affecte ça directement aux communes, en leur disant que voilà. Et le ministère des Travaux publics est là justement pour implémenter tout cela. Ça, c'est l'État. Parce que généralement, quand on veut parler des routes, on dit le ministre même, qu'est-ce que le ministère des Travaux publics fait fou même. Alors que le problème est au-dessus du ministre. Et même, vous savez, il y a quelque chose qui a... Le Premier ministre Yang a déjà, je crois, M. fait un travail considérable. Mais ce n'est pas encore appliqué. Notamment... le décret portant du 24 ou du 25 avril 2016 portant l'organisation du travail en régie. Mais jusque-là, ce n'est pas encore vraiment... Mais c'est toujours l'État qui doit commencer à constituer cela. Et maintenant, sur le plan pratique, pourquoi le Madjeni meurt? Pourquoi le Madjeni meurt? Pourquoi l'État ne peut pas se dire? Parce que quand on dit le Madjeni, on dit le ministre des Travaux publics a laissé mourir au travail. Non, c'est pas ça. C'est l'État. L'État. On doit pouvoir redonner au Madjeni sa vigueur d'antan. Lui donner des instruments capables de pouvoir travailler. Que les communes puissent, à défaut d'avoir du matériel, doivent aller. Parce que l'État a cet instrument-là. Pourquoi on laisse mourir le Madjeni? Il faut refaire. Et ça doit être pensé par ceux qui, les premiers, sont dans une belle maison qu'on appelle Étoudi, qui sont là-bas, et puis une autre belle maison qu'on appelle au centre-ville de Yaoundé, l'immeuble Étoile. Pensez à tout ça et se dire que, attention aux inégalités de développement dans notre pays. Ça crée des frustrations, ça crée l'incivilité, parce que quelqu'un qui, depuis sa naissance, vit dans un village où il n'a jamais vu de goudron, pourquoi vous voulez qu'il se sente citoyen, aussi citoyen que les autres? On reviendra peut-être dessus tout à l'heure. Vous avez parlé du Madjeni, on en reparlera, et peut-être pousser le débat plus loin en parlant du secteur privé également qui peut être mis à contribution. Dominique Gamtimba, la décentralisation, peut-être, Zitran Pedga l'a dit tout à l'heure, Jean-François Chanon le dit également, penser le développement de ces communes, là, ou bien de ces routes communales à partir de Yaoundé, est-ce la solution? Est-ce qu'il n'aurait pas été mieux qu'on donnât la possibilité à ces communes-là? J'ai bien fait poser la question à l'inspecteur général tout à l'heure, de savoir quelle est la contribution de ces mairies-là, de ces communes, dans l'entretien de ces routes communales. Est-ce que tout ne doit pas se faire à la base, à partir des mairies, avant peut-être d'arriver à Yaoundé, et peut-être implémenté par le ministère des Travaux publics, comme suggérait Jean-François Chanon tout à l'heure? Je pense que le ministère des Travaux publics ne devrait pas exister. Une bonne direction générale des Travaux publics suffirait largement. Je crois que notre pays dépense énormément d'argent, inutilement, dans des institutions qui n'ont pas d'intérêt. Si vous créez une direction générale des Travaux publics, le Madjeni devient un service ou une direction à l'intérieur. Parce qu'une direction générale des Travaux publics a besoin d'argent.
On avait déjà une direction des grands travaux au Cameroun. Vous avez des grands travaux, vous avez tout ça. Vous le mettez sous une forme de holding. L'État n'a pas besoin, pour assurer ses missions, de créer des ministères. Ce qu'on appelle gouvernement au Cameroun aujourd'hui, c'est un marché public, c'est un marché. Vous avez des dizaines de personnes qui sont ministres. Comment ils arrivent à coordonner tout ça? C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on a du mal à avoir une vision claire de ce qu'on fait dans notre pays. Vous avez au moins les 2/3 des ministères qui devraient être de cette direction générale ou des sociétés holding. C'est-à-dire qu'un État qui dit « je suis un État investisseur et bâtisseur », n'a pas besoin d'avoir un ministère des Travaux publics, vous avez besoin d'avoir une direction générale des Travaux publics, une sorte de holding. Est-ce que le tout n'est pas dans la dénomination? Non, ce n'est pas une question de dénomination, c'est une question d'attribution et une recherche de performance. Vous avez un ministère, vous n'avez aucune, c'est de l'administration, point barre. Vous avez une direction générale, une holding, c'est différent. Ça joue sur les performances, sur les délais, sur les coûts, etc. Le problème de notre pays aujourd'hui, quand bien même on gardera du ministère des Travaux publics, c'est qu'il faut, la solution à mon avis se trouve à la rencontre de la décentralisation et de la question foncière. Il parlait de l'Est tout à l'heure. Mais si vous allez à l'Est, vous avez 1 million de concessions d'exploitation forestière, des concessions minières, etc. Dans mon dernier livre que j'ai publié, l'une des choses que je propose, là voici. Les terres, il y a des gens qui ont des droits ancestraux sur les terres. L'État n'est pas propriétaire de la terre au Cameroun. Il n'y a aucun titre foncier de l'État du Cameroun sur la terre. Donc, par contre, il y a des droits ancestraux attachés à ces terres. Et quand vous faites donc des concessions forestières, d'exploitation forestière, minière, je ne sais pas tout ça, ou même quand quelqu'un veut placer des antennes de télécom, ou fait faire des barrages, vous voulez faire des usines, des promotions immobilières, il y a des gens qui ont des droits ancestraux attachés à cette terre-là. Vous devez vous assurer que la terre puisse constituer un apport en capital. Ça a quel avantage? Ça a l'avantage que vous avez tout ce qui est exploitation forestière au Cameroun et qui représente des dizaines de milliards de francs CFA de bénéfices chaque année. Au moins 20% retomberaient sur ces communautés qui, croyez-moi, savent mieux que tout le monde comment s'organiser pour avoir une route. Mieux que tout le monde. Parce que ces droits ancestraux permettraient un financement de disposer de ressources locales longues. L'État pleure tout le temps. Ouais, on n'a pas d'argent. L'État du Cameroun a un gros problème, il ne sait pas créer l'argent. Tout à l'heure, on parlera du budget. Ouais. L'État du Cameroun ne sait pas créer l'argent. Comment vous pouvez faire mourir une entreprise comme Madjeni? Ça veut dire que vous ne savez tout simplement parce que à quoi ça sert. Une entreprise comme Madjeni aujourd'hui aurait dû évoluer en une industrie. Vous avez de l'EVA au Cameroun. Si vous avez des engins, qu'est-ce qui peut réduire les coûts? Au moins que vous fabriquez, vous chaussez les pneus, non? Parce que vous avez de l'EVA chez vous. On ne sait même pas faire ça. Le Madjeni aurait pu évoluer. Donc la croisée là, je vous disais, les terres permettraient de rapporter de l'argent aux communautés qui ont des droits historiques ancestraux sur les terres. Et vous aurez donc la décentralisation qui viendra renforcer tout ça. Comment? Vous avez 6 741 milliards, vous en reversez 40% aux collectivités territoriales décentralisées. Mais ce que vous leur reversez, vous l'organisez de telle manière que ce soit essentiellement sur les infrastructures et sur les activités génératives, sur des activités qui génèrent du profit. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, quand l'expert a parlé, de toutes les façons, vous ne pouvez pas connaître mieux les besoins de mobilité de la rue, de la zone rurale, alors que vous êtes assis à Yaoundé. C'est pas possible, vous ne pouvez pas mieux maîtriser ça. Mais si vous mettez ces gens-là ont leurs besoins, parce que le ministre souvent dit oui, faites remonter les besoins, on va voir. Et puis vous avez 198 000 km de route, on vous dit non, on va en réhabiliter 2000. Les 96 000 autres ont fait quoi? Alors que si les terres étaient gérées d'une certaine façon, ça générerait des ressources locales qui aideraient à ça. Et puis l'autre chose, c'est que la décentralisation mettrait des ressources au niveau des collectivités territoriales décentralisées sur la création des infrastructures et sur la création et sur les activités génératrices de revenus qui permettraient d'entretenir ces terres. Je vais dire quelque chose de simple. Si vous prenez un barrage comme celui je prends le barrage de Nactigal. Oui,
qui vient d'être... Prenons celui-là, qui est d'abord si les populations qui ont des droits ancestraux sur les terres de cette région, je ne comprends pas pourquoi on appelle ça Nachtigal alors que les Allemands sont partis depuis plus d'un siècle. Ça montre une certaine faiblesse de gestion de l'État. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas redonner une certaine fierté aux gens. Vous gardez Nachtigal, plus d'un siècle. On aurait pu dire barrage de Ndjoré. Par exemple. Pourquoi on l'appelle Nachtigal? Passons. Bref, non, c'est important. Et donc, si ces gens avaient des droits ancestraux dessus, croyez-moi, le projet ne se serait pas géré comme ça. Parce que les propriétaires de la terre auraient dit, OK, il faut que ce projet soit géré de façon absolument rigoureuse. Ils auraient 20% du capital parce que c'est leur apport. Et ensuite, donc, vous voyez que ce barrage va générer beaucoup d'argent par la suite. Mais si 20% restent dans cette zone, les populations donc de la zone de Ndjoré feraient quoi? Mais financeraient ou contribueraient à financer un certain nombre d'infrastructures locales. Donc, il faut que l'État et vous voyez que s'ils avaient 20% de ce barrage, ces populations sortiraient instantanément de la misère. L'État doit être un État qui pourvoit, un État qui protège. Et il faut repenser totalement la vision, il faut repenser totalement la façon dont nous voulons gérer le Cameroun. Et à partir de là, vous allez voir qu'on va rapidement développer notre pays. Adama Moussa, vous avez écouté, dans les propos, les prises de parole des uns et des autres, il y a un mot qui revient de plus en plus, la décentralisation. On vous reproche, je vais dire ça ici, de penser tout de Yaoundé, mais je voudrais quand même rappeler à l'adresse de nos téléspectateurs que courant 2022, le ministre des Travaux publics a adressé une correspondance aux maires des différentes communes leur demandant de lui faire parvenir leurs besoins en termes d'entretien routier pour ce qui concerne les routes communales. Mais est-ce que la question de la décentralisation dont parlent des autres ne devrait pas être le nœud de cette affaire pour gérer les problèmes? Dominique Artimba ajoute en disant que la terre doit être gérée de façon locale. Ce serait une solution peut-être à l'entretien de ces routes communales. En fait, si vous le permettez, avant même d'aborder le problème de décentralisation, je crois qu'il y a celui d'accompagnement, le transfert de compétences. Ça ne veut pas dire que le ministère se soustrait des activités qui se passent sur le réseau communal. Parce que les services déconcentrés, tels que les délégations départementales, les subdivisions, appuient les mairies dans leur approche d'entretien ou de réhabilitation du réseau communal. Et en termes de décentralisation, je vais juste vous faire un rappel. Sur les 5 dernières années, le ministère des Travaux publics a mis à la disposition des communes 125 milliards. Donc, et quand vous faites le ratio, c'est environ en moyenne 25 milliards par an. Ce qui est fait chaque année, de façon équitable, les communes reçoivent une dotation. Certes, les gens vont penser que c'est faible, mais ça permet quand même de maintenir, de traiter certains points critiques pour que le réseau soit maintenu. À côté de ça, ce n'est pas le ministère qui définit ce qu'une commune doit faire. Ouais. On s'est toujours appuyé sur le plan de développement des communes, parce que chaque commune est appelée à élaborer son plan de développement communal. Et sur la base de ce développement communal-là, il y a des aspects qui regardent les infrastructures routières, et dès que nous recevons, c'est en fonction de ça que nous appuyons les mairies dans ce qu'elles veulent faire et dans ce qu'elles définissent comme priorité. Ce n'est pas au niveau central que c'est défini. Je veux par exemple dire... Si vous permettez, en décentralisation, vous savez que les régions ont été mises en place en 2020. Déjà l'année dernière, au niveau du fonds routier, près de 7,5 milliards ont été envoyés dans les conseils régionaux pour que ces conseils-là passent eux-mêmes leur marché localement et trouvent les entreprises qui sont en mesure et définissent même sur quelle route ces conseils régionaux veulent que les interventions se fassent. Donc, moi, en termes de décentralisation, je pense qu'il n'y a pas de doute que le ministère des Travaux publics essaie de faire ce qui est nécessaire. Vraiment, juste rapidement. Oui. Vous voyez, j'écoute monsieur l'inspecteur et je me rends compte qu'effectivement, on est sur une certaine incommensurabilité. C'est-à-dire qu'il est sur un paradigme que nous sommes en train de dire qu'il est mauvais. Donc, en fait, vous pourrez justifier tout autant que vous pourrez, ça ne changera rien. Nous, ce que je vous présente, c'est un autre paradigme
Donc, qui n'a rien à voir avec la façon dont celui sur lequel vous fonctionnez aujourd'hui a été pensé. Si vous prenez 125 milliards, d'abord Michael Kiptue a commencé par nous rappeler que le ministre, effectivement, a demandé que les communes, oui. Mais si le ministre n'a pas à demander ça, pour une raison simple, c'est que si vous le demandez, après vous prenez des décisions arbitraires. Après qu'il ait demandé ça, il a réhabilité combien de kilomètres de route? On va lui poser la question tout à l'heure. C'est en juin 2022, on va se demander. On connaît la réponse, c'est autour de 2000, sur 98 000. Et donc, du coup, la question n'est pas celle-là. Sur un autre paradigme, et puis vous avez 7 milliards que vous envoyez ici, 125 là-bas, c'est pas ça la question. La question n'est pas une question d'argent, c'est une question d'organisation de l'État. Et j'aime bien que Jean-François Chanon ait dit le problème n'est pas un problème d'institution, c'est un problème d'État. Comment l'État pense-t-il générer des ressources? Parce que quand vous envoyez 7 milliards à l'Est, ça va faire quoi? Rien du tout. Par contre, si là-bas à l'Est, toutes les concessions minières et forestières qui sont là-bas, les propriétaires des terres ancestrales recevaient 20% de capital de tout cela et 20% donc des ressources générées, de la valeur ajoutée générée, ils contribueraient aux charges communales en finançant les routes. Et d'autre part, l'État trouverait le moyen, par exemple, dans le cadre de tout ce qui est fait là-bas, qui est octroyé là-bas, de dire, vous qui avez les droits ancestraux, vous allez reverser peut-être 10% ou 20% ou 15% de ce que vous recevez à vos communes. Les communes auraient de l'argent, le vrai. Pas quelques centaines de millions pour réhabiliter les routes. C'est ça le problème que nous soulevons. Bertrand Pedgar, sur la question du financement, parce que je crois que M. l'inspecteur a commencé à développer dessus tout à l'heure, du financement, on le dit très souvent, l'État manque d'argent. Et Dominique Yamtimbala dit tout à l'heure, l'État manque d'argent. Et le piteux état dans lequel se trouve la plupart de nos routes communales est justement dû à cette question de financement-là. Il propose une solution, par exemple, pour résoudre la question du financement. Est-ce que cette solution vous paraît prenable, faisable, réalisable sur le terrain? Oui, d'entrée de jeu, je dirais, et je pourrais donner d'autres explications en prenant des exemples assez palpables. Il parlait des concessions minières à l'Est, l'exploitation du bois. Il faut rappeler que le Cameroun, je crois, dans les dernières statistiques, est l'un des pays les plus exportateurs de bois en Afrique. Je crois que dans le dernier contrairement aux recommandations de la loi. Oui, on doit être même premier. Je crois, si je m'abuse, on devrait être premier dans la liste en Afrique. Oui, je crois. Exportateur de bois, qui vient pour la plupart de l'Est Cameroun. Vous voyez. Donc, je prends l'exemple du Mungo. Si vous permettez que j'essaie des entreprises. Vous avez Dangote qui a pris presque, je dirais ça comme ça, toutes nos collines au Mungo avec la pouzzolane, qui exploite et qui surexploite la pouzzolane dans le Mungo. Après Mbanga, si vous voyez, toutes les collines où on plantait de la papaye, parce que la papaye pousse sur la pouzzolane, où on plantait des papayes, c'est totalement pris jusqu'à Loum, c'est-à-dire que jusqu'à l'arrondissement de Loum, c'est totalement pris par Dangote. À Djongo, vous avez la plus grande réserve de pouzzolane qui est exploitée par Simancam. Mais est-ce que vous imaginez le tronçon seulement entre Bekoko et Mbanga? Est-ce que vous avez vu l'état du tronçon entre Bekoko et Mbanga? Est-ce que vous pouvez partir de... C'est une route nationale, soit dit en passant. Oui, mais qui dessert des communes. Faisons attention, mais qui dessert des communes. Si vous partez de Penja pour Bouba, je vous prends cet exemple. Est-ce que vous imaginez l'état de la route? Dans une commune qui a au moins 7 carrières de pouzzolane, et Penja fait partie des communes au Mungo qui ont des carrières de gravier, quand je parle, y comprendre, où on peut exploiter du 0,31,5 qui est utilisé pour les couches de base sur les routes. La commune de Manjo a l'une des plus belles, meilleures carrières en termes de qualité de pierre au Cameroun. On en a à Sanchou. Alors, pourquoi, tel que l'aîné disait tout à l'heure, on ne fait pas des contrats où on ne pousse pas ces grandes compagnies qui surexploitent ces richesses pour qu'elles puissent mettre à disposition des communes les moyens. Je me souviens du combat, je fais pour Eric King, permettez, à cette époque. Mais je vous dis, sincèrement, je pense, en mon sens, que c'est l'une des meilleures solutions. Au-delà même des droits de terre, il faut leur donner un cahier de charges qui fasse qu'elles participent au développement rural, ces entreprises. Aujourd'hui, si vous demandez
comment dire ça, un agrément pour le pétrole, pour distribuer les produits pétroliers au Cameroun, on vous demande de construire des stations-service. C'est dans le cahier des charges. Et on vous précise qu'il faut les construire pour la plupart en zone rurale, parce que ça attire le développement. Vous voyez, je suppose que monsieur l'inspecteur est nordiste. Quand vous partez de Fumban pour Bankim, vous n'avez pas de station-service, même à Magba, qui est la grande plateforme, le plus grand arrondissement. Vous n'en avez pas. Il y a une station ancienne là-bas où les gens se débrouillent, et puis on utilise beaucoup du carburant frélaté. Vous voyez. Or, l'État dit, si vous avez une concession ou alors un contrat, dans le cahier des charges, vous devez construire des stations-service. Pourquoi on n'applique pas ces mesures aux entreprises, aux grandes entreprises qui exploitent, surexploitent nos biens à l'Est, au littoral, au Mungo, etc. Pour au moins, même si elles ne doivent pas payer les droits comment dire ça, les droits de terre, etc., des autochtones, mais dans leur cahier de charges, leur imposer de pouvoir construire un certain nombre de routes, d'infrastructures routières ou même scolaires dans les zones concernées par l'exploitation. Jean-François Chonon, il parle de Djombe, il parle du Mungo. Comment on peut parler, l'exemple à côté. Comment on peut parler effectivement du Vouri entre PK14 et Bonepoupa, où l'on voit passer tous les jours des camions transportant des grumes de bois, mais l'état de la route, c'est quelque chose de catastrophique, carrément. Est-ce que, effectivement, comment est-ce qu'on conçoit que l'on exploite effectivement des zones comme celle-là, avec des camions transportant des grumes de bois qui passent, qui soulèvent des myriades de poussières, et quand c'est en saison de pluie, impossible de circuler parce que c'est un océan de boue, carrément. Comment est-ce qu'on conçoit cela? Comment les populations rurales qui vivent dans ces zones-là conçoivent ça? Comment est-ce qu'elles regardent ça et comment comprendre? Le problème est profond, c'est-à-dire qu'effectivement, je reviens toujours à l'interpellation de l'État. De l'État. Parce que c'est l'État qui doit mettre en place toutes ces entités-là. Voyez-vous, si vous allez demander au ministère des Travaux publics, quand vous avez gâté mes routes là, réparez-les. Les gens vont dire que, mais attendez, monsieur le ministre, vous parlez de quoi? Vous parlez de qui? Vous vous adressez à qui? Parce que tout ça est complètement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une conjonction assez difficile à comprendre. Parce que ceux qui exploitent le bois, les mines, etc., ont des ministères à qui ils doivent s'adresser. Pourtant, ils utilisent les routes. Et quand les routes se dégradent, on dit, voici le ministre des Travaux publics, le ministère des Travaux publics ne fait rien. Alors que le problème est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que comment arriver à une coordination de tous les mécanismes de manière à implémenter la fonctionnalité des routes rurales à travers toutes les sociétés qui font des bénéfices énormes pour que tout cela puisse être en adéquation. Comment mettre le ministre de la décentralisation, qui parraine un peu toutes les communes aujourd'hui, mettre le ministre des Forêts et le ministre des Travaux publics en adéquation, de manière à permettre que, quand tous ces gens qui payent parfois des taxes, mais ils les payent où et pour quelles raisons? Ne faut-il pas, comme le disait Dominique Yam tout à l'heure, être opérationnel sur le terrain directement? Je ne sais pas comment le faire. C'est-à-dire que quand vous utilisez les routes, et les routes dépendent du ministère des Travaux publics, comment faire pour que les taxes soient mises à ce que moi j'ai proposé au début? Un fonds des grands travaux. Toutes ces taxes-là doivent aller là-bas. Un fonds des grands travaux qui s'est maintenant redistribué au niveau des communes. Et maintenant, le ministère des Travaux publics donne l'expertise technique. Puisque si je ne me trompe pas, monsieur l'inspecteur général, il y a encore des subdivisions des routes. Il y a encore des bases. Je ne sais pas si les bases de routes existent encore. Non, pas les bases de routes, mais les subdivisions. Les subdivisions des routes qui existent. Technique. C'est du personnel technique. Et qui a un personnel technique, des ingénieurs formés à Polytech, à l'école des travaux, à Pont et Chaussée en Europe et autres, et qui sont là, qui n'attendent que cette opérationnalité pour pouvoir mettre ensemble. Ce fonds doit normalement exister. Moi, voilà un peu ce que je vois. Parce qu'il est difficile aujourd'hui de comprendre qu'on puisse exploiter des matériaux précieux
dans un coin et puis la pauvreté augmente. C'est pour cela qu'on se plaignait un peu avec l'Est, Cameroun. Vous partez de loin, on voit les camions partir chaque jour, mais l'habitat ne change pas. Le mode de vie des populations ne change pas. Et l'environnement même. Là où parfois, même sur le plan sanitaire, Monseigneur Van Eggen, que j'avais interviewé en son temps, paix à son âme, je profite de ce occasion pour saluer sa mémoire, qui était l'archevêque de l'un des grands bâtisseurs sur le plan religieux de l'Est Cameroun, à qui j'avais posé la question de savoir... Oui, évidemment. De l'église colonisatrice, si tu veux, de l'église chrétienne catholique, à qui j'avais donné la parole, une fois et lors d'une interview, disait que on se rend compte que là où une société forestière s'exploite, les maladies vénériennes montent. Bien sûr. Les maladies vénériennes montent. Non seulement les routes ne sont pas entretenues, parce que ces sociétés-là... Donc moi je prouve, et peut-être l'inspecteur général va nous donner un peu les arguments techniques pour comprendre qu'est-ce qu'on peut arriver à faire cela, parce que ce n'est pas simplement parce que je ne vois pas le ministre depuis son bureau à Yaoundé aller dire à une société forestière, comme vous avez détruit les routes là, je vous somme immédiatement de refaire les routes. Ça va créer... Pourtant, c'est lui qui est interpellé. Effectivement, on va peut-être voir la démarche. Quand ça ne va pas, c'est lui qu'on interpelle. On va peut-être comprendre la démarche tout à l'heure avec M. l'inspecteur, mais je voudrais aller un peu plus loin, M. l'inspecteur. Milton Pedga a parlé du Mouro tout à l'heure. Je crois que Jean-François a insisté sur l'Est, mais il y a le septentrion également. Je prends quelques exemples de l'extrême nord et le nord qui affichent respectivement 0,52 et 1,24% de routes communales bitumées. C'est quand même, ce sont des chiffres, j'ai envie de dire, effroyables. Pour ces deux régions-là, l'extrême nord et le nord du Cameroun, 0,52% de routes communales bitumées et 1,24% pour le nord. Qu'est-ce qui peut expliquer ce faible taux pour ces deux régions-là précisément? Pour ne pas dire que c'est pas pour dire que les autres régions se portent mieux, les autres régions sont logées pratiquement à la même enseigne, mais assez grave quand même pour ces deux régions du septentrion. En fait, vous savez que les Chinois disent qu'un voyage de 1000 km commence par le premier pas. Et n'ayant pas assez de ressources pour couvrir tous les besoins, il faut commencer quelque part et aller progressivement. D'un, de deux, et puis dans ces zones que vous citez là, il y a l'ossature même du réseau, parce qu'il y a les corridors. Il y a ce qu'on appelle corridor Douala-N'Djamena, corridor Douala-Bangui. En fait, c'est des axes qui concentrent la plus grande partie des ressources. Parce que pour qu'on soit compétitif sur le plan économique, il faut qu'on soit ouvert aux pays de l'interland, comme on dit, les pays qui sont enclavés. Donc ça concentre un peu plus de ressources de ce côté-là. Bon, pour revenir au problème des communautés, je crois que ce soit l'exploitation forestière ou l'exploitation minière, il y a quand même des parties qui sont reversées aux communautés locales et aux communes même de ces zones où ça se passe. La gestion de ces ressources, c'est un autre débat. Mais dans les projets routiers, ce que je maîtrise, que je peux vous dire, c'est avant de mettre en œuvre un projet routier, quand on veut aménager une nouvelle route, on passe d'abord par... Il y a une approche participative. Il ne va pas me démentir, il y a un plan de gestion environnementale et sociale qu'on met en place. Bien sûr, toujours. Et qui donne droit à des projets connexes, tels qu'il y a des routes rurales qu'on aménage, il y a des centres de santé, il y a des points d'adduction d'eau, des écoles. Tout ça, c'est pour que quand la route passe vraiment, que tout le monde se sente impliqué et tout le monde soit partie prenante. Donc, de ce côté-là, moi, je pense que les communautés ne sont pas oubliées. D'autre part, s'agissant des ressources, elles sont certes faibles, mais l'année dernière, je crois que c'est la loi sur la protection du patrimoine routier a été révisée. Et cette loi-là permet qu'on réorganise aussi le fonds routier. Ce fonds routier-là, désormais, on attend, c'est peut-être imminent dans les prochains jours, le décret qui va réorganiser le fonds routier. Ce texte-là permet au fonds routier de collecter lui-même ses ressources. Et nous pensons que quand le fonds lui-même collecte ses ressources, le niveau des ressources affectées
à la route va sérieusement augmenter. Parce que comme vous le savez, que ce soit le péage, que ce soit la taxe sur les produits pétroliers et autres, c'est ça qui alimente le fonds routier. Mais comme ça transite par le Trésor, c'est différent. Mais maintenant, quand le fonds routier lui-même va collecter ses ressources, ça va relever le niveau d'investissement. Quel est le mécanisme prévu pour la collecte? Justement. Certainement, attendons voir la mise en place de ce fonds routier-là. Certainement, ils vont trouver ou des partenariats ou des sous-traitants qui vont permettre qui vont permettre la collecte des ressources. Et est-ce que vous avez c'est pas ce que j'ai proposé, peut-être pour dire peut-être un autre terme. Oui, peut-être un autre terme. En travaux, comme vous avez dit tout à l'heure. Mais en termes de projet au ministère des Travaux publics, au moment où nous parlons, est-ce qu'il en existe réellement des projets pour les routes, pour améliorer l'état des routes communales au Cameroun, pour celles qui existent déjà? Parce que les routes en terre ont pignon sur rue, malheureusement, dans notre pays, contrairement aux routes bitumées dont on a parlé tout à l'heure, les pourcentages sont assez faibles. Est-ce qu'il existe des projets réels portés par le ministère des Travaux publics sur la question? Tout à fait. Il y a quand même des initiatives qui sont prises. Il y a une autre stratégie d'entretien des routes en terre qui a été mise en place. Ça permet d'optimiser les ressources. Parce que, comme vous le savez, sur une route en terre, ce qui importe d'abord, en priorité, c'est de quitter d'un point A à un point B. Parce que si vous quittez là, vous n'arrivez pas à atteindre la localité où vous voulez aller, c'est déjà un problème. Bon, si on peut le faire dans des conditions de sécurité, c'est encore mieux. Et le confort vient en dernier lieu. Bon, moi je pense que cette note de stratégie-là, qui dit désormais, parce que les ressources ne suffisent pas, mais avec le peu qu'on a, voilà ce que vous devez en priorité faire. Ça, c'est une approche. L'autre approche, c'est qu'on a identifié beaucoup de matériaux qu'on appelle des matériaux innovants, qui permettent quand même de donner à la route en terre une certaine imperméabilité. Parce que vous savez, le plus grand facteur qui dégrade la route, c'est l'eau. Quand l'eau pénètre dans la route en terre, vous avez des bourbiers, vous avez des déformations. Mais quand vous arrivez à imperméabiliser, l'eau là n'entre pas, votre route que vous avez entretenue peut rester pendant au moins 1 à 2 saisons de pluie sans souci. Les populations disent que la solution c'est de bitumer. Vous trouvez les moyens d'imperméabiliser. Oui, mais en attendant, le bitumage n'est pas... Ça se fait progressivement. Oui. Comme je vous ai dit, on va, mais doucement, en fonction des disponibles. On ne va pas... On va pas inventer la poudre. Oui, on fait avec ce dont on dispose. Oui, et on fait il y a quand même de l'inventivité, il y a de la créativité, les gens essayent de réfléchir. C'est quand même dans un domaine où il y a beaucoup de génie. Le domaine de génie civil. Donc les gens réfléchissent, ils voient les méthodes par lesquelles ils peuvent arriver à des solutions pragmatiques en attendant que le niveau de financement augmente. Est-ce que ces solutions-là sont implémentées? Déjà, vous avez parlé tout à l'heure de l'imperméabilisation du sol. Oui, cette année, par exemple, on a dans le budget de 2024, on a prévu une bonne proportion dans les 10 régions pour essayer un matériau innovant qui permet d'imperméabiliser les routes en terre. Donc on a identifié des itinéraires dans toutes les 10 régions. Les tronçons de route déjà bien identifiés. Voilà, c'est ça. Et on va passer à l'expérimentation. Il y a quelque chose dans les discours de monsieur l'inspecteur qui me gêne un peu. Mais en même temps, je le comprends. C'est-à-dire, il nous explique en fait les dispositifs mis en place par l'État actuel. Mais vous voyez qu'ils ne sont pas efficaces. Pas du tout. Là, il voulait revenir sur les reversements faits aux communes. Non, moi, je ne parle pas de faire des reversements aux communes. Je parle de les amener à produire. Produire de l'argent en État. Oui. Leur terre, c'est leur apport en capital. C'est-à-dire que vous avez une entreprise qui s'appelle Yamb Sarl, qui a une concession forestière. Les populations je vais parler de Djoum ou je ne sais pas moi, dans le Bas-Mekim ont 20% du capital là-dedans. Parce que vous utilisez leur terre. Quand nous allons à la banque, là, on met le titre foncier en garantie. Donc, c'est un outil financier. Par rapport au projet. Pourquoi est-ce que, quand on veut faire des concessions forestières ou minières ou on veut construire un barrage, à ce moment-là, les populations ont créé une DUP. Pourquoi on fait une déclaration d'utilité publique? La déclaration d'utilité publique, c'est un transfert de richesse de ceux qui avaient des droits ancestraux sur une terre vers ceux qui vont venir s'installer par la suite. Est-ce que l'État est censé
appauvrir ces populations au profit de certains autres. Pas du tout. Donc, il ne s'agit pas de reversement aux communes, il s'agit d'apport en capital qui fait que les gens sont dans le capital de l'entreprise et commencent à gagner de l'argent indéfiniment tant que l'entreprise existe. L'autre chose, on peut aider l'État. Le problème parfois, c'est qu'on regarde comment l'État fonctionne, on dit mais pourquoi il n'y pense pas? Au lieu d'aller mettre des centaines de milliards sur 60 km d'autoroute entre Yaoundé et Douala, alors que si on avait fait l'autoroute Douala-Yaoundé, ça rapporterait déjà de l'argent maintenant, 60 km entre Douala et Déa. C'est pas la peine de mettre des centaines de milliards. Faites ça en concession, en bille d'opérette transport ou en bille on opérette. Et le maigre ressources de l'État, vous les utilisez donc pour régler les problèmes de l'arrière-pays. À ce moment-là, c'est beaucoup plus efficace. Et là, vous dites imperméabiliser les terres. Non, il ne faut pas imperméabiliser les terres. Pourquoi vous imperméabilisez les terres? Vous créez une pollution qui sera difficile à gérer. Moi, je connais une jeune dame. Si vous voulez une solution à sortir de cette émission, je vous donne ça. Je vous donne son contact. Elle est à Yaoundé. Cette jeune dame propose depuis près de 10 ans à l'État du Cameroun une solution qui permet de gérer les problèmes des routes rurales. Tout le monde refuse, et même les routes nationales, on peut faire avec cette technologie-là. Tout le monde refuse parce qu'en fait, il y a les problèmes de marché. Parce que, oui, bien sûr, je vous dis, je vous donnerai son numéro, vous l'appellerez. Le coût de la route va chuter de l'ordre de 40%. Sauf que, bon, la plupart des gens à Yaoundé n'aiment pas ça. Et on aura des routes beaucoup plus sûres. Et elle vous donne une garantie, je crois, elle tourne autour de 25-30 ans. Ce n'est pas une histoire de 2 ans, les pluies, etc. Ce n'est pas ça. Et on peut même, dans beaucoup de routes... Est-ce qu'on peut avoir une idée de cette technologie? Non, je vais donner à monsieur l'inspecteur. Il va parler avec elle. Et puis, on peut utiliser des résines, on peut utiliser des pavés en terre stabilisés. Ça permettait d'ailleurs de booster la production du ciment dans le pays. Dans l'arrière-pays, là, vous avez 3-4 voitures qui passent toutes les heures. Vous pouvez utiliser des pavés en terre stabilisés, par exemple. Et les ponts dans les zones rurales. Mais vraiment, moi, je ne comprends pas notre pays. Vous avez le chantier naval industriel qui est là. Quand le pont sur le Mungo est tombé, je parle sous le contrôle de... Qui a fait le pont? Le chantier naval. On n'était même pas obligé de démanteler ce pont parce que ce pont aurait pu rester là pendant 50 ans. Oui, bien sûr. Mais vous avez le chantier naval industriel du Cameroun qui est là, qui sait faire quelque chose, qui a déjà montré comment on fait. Pourquoi on ne les implique pas dans la construction, l'aménagement des routes rurales, des routes communales? Puisque à ce moment-là, au lieu de faire des ponts qui nous coûtent une fortune, ces gens-là sauront nous faire des ponts qui ne coûtent pas très cher, mais qui peuvent durer 50 ans. Je crois que le problème que nous avons, et je le dis encore, c'est le problème de la vision, c'est le problème du paradigme de gestion de l'État. Pour le moment, on pense qu'on doit aller dire, oui, revoyons le fonds routier. Le fonds routier n'a pas besoin d'être là. Le fonds routier, ça peut être un instrument tout simplement de surveillance de la gestion des concessions autoroutières, par exemple. Et dans le cadre de l'organisation de l'État, je vous ai dit que le ministère des Travaux publics ne voit pas son intérêt parce que si vous faites de la planification correctement au ministère de l'économie et de la planification, on n'a pas besoin d'un ministère des Travaux publics. C'est planifié de façon correcte et ensuite il y a quelqu'un qui implémente, qui va donc s'appeler une direction générale des routes. On n'a pas besoin de tout un ministère pour ça, puisque ministre, celui qui planifie ne peut pas dire à l'autre de faire, il ne peut pas lui donner des ordres. Donc vous voyez que l'organisation de l'État fait problème. Et à ce niveau-là, la question à laquelle, le problème auquel nous sommes confrontés, monsieur l'inspecteur général, et ça c'est peut-être que votre ministre est en train d'écouter, et il faudrait qu'il comprenne qu'on lui fait juste des suggestions, et ainsi qu'à son chef et au chef de son chef, c'est de leur dire, vous ne pouvez pas construire le Cameroun dans vos bureaux de Yaoundé. Le Cameroun va se construire par les Camerounais, là où ils sont, et chacun responsable de là où il est. Si vous voulez que les routes communales soient bien construites, écoutez les Camerounais. Je vais vous donner un numéro de quelqu'un qui va vous donner une solution. Vous avez 30 ans de garantie quand vous construirez les routes, pas 2 ans. Et ça vous coûtera beaucoup moins cher que le bitume. Ce d'autant plus qu'on est en train de parler des routes et vous parlez du bitume. J'aime que vous souleviez cette question-là. Vous avez la Sonara qui était censée faire du bitume. Ça demande 1000 petits milliards. Oui, dans son projet Puisque d'extension. vous avez avait prévu effectivement. Là, vous avez 569 milliards. Entendez-vous avec le ministre de l'Industrie ou je sais pas, le ministre de l'Eau et de l'Énergie? Cette coordination-là que je disais tout à l'heure. C'est ce qu'on dit, c'est ça le problème qu'on a. Or, si ça n'existait pas comme tel, on prend donc 100 milliards ou 150 milliards, vous voyez, faites asseoir les banquiers, vous leur dites, nous on a 150 milliards,
On veut, c'est notre apport, on veut lever de l'argent, vous utilisez comme effet de levier, vous avez 1000 milliards qui sont, vous réhabilitez la Sonara en 30 mois, 36 mois maximum, et vous avez tout le bitume que vous voulez parce que vous n'importez pas le pétrole pour ça, il est local, donc il faut avoir un prix très bas. Nous avons les solutions, et vous voyez que tout ça, ça n'a rien à voir, c'est pas que le ministère des Travaux publics, vous voyez que c'est le problème de l'État. Quelle est la vision? Quelle est la vision? Comment on veut faire les choses? C'est ça le souci que nous avons. Le chantier naval industriel est en train de mourir, alors que sur 98 000 km de routes communales, vous avez certainement des milliers d'ouvrages d'art qu'il faut faire, de petits ouvrages d'art. Ces gars-là, ça permettra à cette entreprise-là de pouvoir vivre. De pouvoir vivre. Mr. Ampega, est-ce qu'il faut, avant de venir, oui, monsieur l'inspecteur, d'abord? Oui, je voudrais quand même réagir à tout ce qu'il a dit. Oui, parce que, commençant par ce qui s'est passé dans le pont sur le Mungo, après l'accident qu'il y a eu et que le pont est devenu défectueux, endommagé, le chantier naval n'a pas reconstruit le pont. Non, je ne parle pas de reconstruire. Le chantier naval a mis une barge qui a permis de traverser de façon provisoire. Une barge, et on ne peut pas mettre une barge pendant toute la durée de vie d'une route. Et le chantier naval auquel il dit qu'il faut recourir là, actuellement nous avons ce qu'on appelle les bacs, parce que dans les zones où la construction du pont est différée, nous mettons souvent pour permettre quand même la liaison entre deux rives, on met ce qu'on appelle les bacs. Et dans la Haute-Sanaga, le chantier naval, on lui a attribué des marchés de 3 bacs. Je crois depuis 2016. Ils sont inopérants pour l'instant. Je l'instant. ne suis pas jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire que le recours, toutes ces initiatives-là sont pensées. Mais ce que je voudrais dire aussi, le bac au pont, c'est une solution c'est des solutions provisoires. Provisoires. Mais c'est ça le problème auquel nous sommes. C'est-à-dire que vous mettez le bac a besoin de frais d'entretien et de d'exploitation qui sont énormes. On n'est pas dans l'idéal. Non, c'est pas l'idéal. Ils sont capables de le faire. Ils savent le faire. On essaie de faire ce qu'on peut faire pour avancer. Non. Un État ne peut pas dire ça à ses populations. Vous avez parlé. Monsieur l'inspecteur, excusez-moi. Un État ne peut pas dire aux populations on fait ce qu'on peut faire. Si vous n'êtes pas capable de faire ce qu'il faut faire, vous allez au quartier. Parce que si vous êtes là, l'État, à la fin du mois, pour votre salaire, on ne dit pas qu'on fait ce qu'on peut faire. On vous le paye entièrement. Donc vous ne pouvez pas venir dire on fait ce qu'on peut. Non, alors que vous prenez le salaire entièrement. Non, monsieur. Le problème du pays, donnez-moi 2 secondes, monsieur. Pardon, excusez-moi. Monsieur l'inspecteur, non. Dans un pays, on ne peut pas se permettre de dire on fait ce qu'on peut. Non, les gens ne sont pas élus, les gens ne sont pas nommés pour faire ce qu'ils peuvent. Si vous êtes là pour faire ce que vous pouvez, vous restez au quartier. Les gens sont là pour faire le travail parce que le peuple n'attend pas. Le peuple meurt, les gens souffrent, les gens n'arrivent pas à transporter leurs marchandises, les gens n'arrivent pas à se mobiliser pour ça. Et donc, quand vous prenez, si le chantier naval industriel du Cameroun ne sait pas faire les ponts, vous avez beaucoup d'écoles ici, vous avez les écoles polytechniques, les facultés pour polytechniques, c'est leur boulot. Ils savent concevoir ça. Et je peux vous le dire parce que je sais que la faculté de génie, l'école polytechnique de l'université de Douala, ici, ils savent faire ça. Si le chantier n'a pas pu, allez leur demander. Ils savent faire les ponts qui peuvent avoir une longueur de jusqu'à 100-200 mètres. Ils savent vous dessiner, ça les construire. C'est là pourquoi je posais la question de savoir tout à l'heure s'il ne faut pas penser à une sorte de collaboration avec le secteur privé. Oui, la collaboration avec le secteur privé devient essentielle. Tout à l'heure, il parlait de l'autoroute en disant qu'on met beaucoup d'argent. L'État met beaucoup d'argent pour faire l'autoroute Douala-Yaoundé, alors qu'on aurait pu donner en concession. On voit la question des péages automatiques qui naissent aujourd'hui. Vous voyez, qu'on donne en concession sans donner la route en concession. Vous voyez, c'est-à-dire que je pose une question aussi bête. En quoi est-ce que le péage automatique change la vie? La plus-value sur le citoyen, c'est quoi? On a construit la route. Quelle est la plus-value que le péage automatique apporte à l'usager? Rien du tout. Vous voyez? Or, ça permet simplement à l'État de sécuriser la recette. Et pour sécuriser la recette de l'État, l'État donne la sécurité de sa recette à un concessionnaire. Comprenez bien le principe. Quelqu'un à qui on aurait pu dire construis-nous l'autoroute et récupère ton argent au travers des péages. De manière aussi banale. Et donc, l'État aurait concentré ses ressources à faire des routes, des perpendiculaires, des rattachements vers les communes pour amener les routes
à l'axe principal. Quand vous prenez le département de la Sandaga maritime, est-ce que vous connaissez le nombre de villages qu'il y a à l'arrière qui n'arrivent pas, qui ne sont accessibles que par train? Je parle sur le contrôle tout le monde. Est-ce que vous imaginez le nombre de villages qui ne sont accessibles que par train dans ce département, qui ne peuvent pas rallier ce qu'on appelle axe lourd ou la nationale numéro 3, vous voyez? Donc, l'État devrait pouvoir trouver des moyens de travailler avec le secteur privé. Et au Cameroun, on a beaucoup d'entreprises du secteur privé qui peuvent financer nombreux de ces projets. Mais là où je voudrais aller aussi, pour dire à l'aîné du ministère des Travaux publics, c'est un confrère, donc on n'est pas en opposition, c'est simplement qu'on travaille sur des solutions. C'est que le Cameroun, c'est un pays très riche en matière de ressources. On peut trouver un moyen de développement routier avec des ressources liées à chaque zone. Par exemple. On n'est pas obligé d'aller directement, systématiquement au bitumage. Ça, ce serait l'idéal. On est d'accord avec ça, monsieur le inspecteur, ce serait l'idéal. Qu'on ait toutes les routes bitumées. Encore que la route bitumée, si elle est mal bitumée, elle vous crée beaucoup de problèmes. La question de la durabilité. Voilà, elle vous crée beaucoup de problèmes parce que la façon dont on bitume aussi les routes au Cameroun, franchement, il faut y réfléchir. Personnellement, j'ai dû démissionner d'une entreprise turque parce que le procédé de bitumage qu'ils avaient prévu de mettre sur pied n'était pas bon. J'ai dû m'opposer et donc, le blanc, entre guillemets, qui a insisté sur... Il a souvent fait comme ça. Moi, je lui ai dit, je ne peux pas être Camerounais, je m'assois et je participe à ça. Parce que je sais ce que ça va donner. Et j'ai dû démissionner d'un projet. Bien sûr. Donc, je disais qu'il faut qu'on trouve le moyen de construire des routes rurales ou communales avec la spécificité des matériaux qu'on peut trouver dans les zones. J'ai pris l'exemple de Bazou tout à l'heure. Je vous dis, ils sont venus arranger des tronçons de route sur des endroits glissants. Sachant que pour des petits véhicules, ça va être compliqué. Ils sont arrangés avec des pierres et ils ont fait des tranchées qu'ils ont aménagées aussi avec des pierres. Vous voyez. Mais on voyait bien que la capacité technique de mise en œuvre n'était pas là et ils se sont battus comme ils pouvaient. Les véhicules souffrent un peu, mais ils ne glissent pas. Mais l'idée est là. Est-ce qu'ils ont demandé l'accompagnement, par exemple Mais puisque je me suis renseigné, en passant par là, je me suis renseigné, j'ai appris que c'était avec l'appui de la mairie. J'ai compris qu'il n'y avait pas un accompagnement technique qui leur permettrait de faire ça d'une meilleure façon. Dans le nord-ouest, vous avez cette spécificité, vous avez beaucoup de pierres. Je vous prenais l'exemple tout à l'heure du Mungo qui a la pouzzolane, qui est l'un des meilleurs matériaux. Si je me trompe, il m'arrête, qui est l'un des meilleurs matériaux drainants en termes de remblai. Vous avez des carrières qui nous sortent des produits qui nous permettent de faire des routes. Tout à l'heure, il parlait des pavés stabilisés. Vous voyez, on a beaucoup de zones au Cameroun où on peut trouver des matériaux qui nous permettent de construire de manière moins coûteuse des routes communales qui desservent des villages entre eux avant d'aller réfléchir sur des grands moyens qui peuvent relier des villages avec les grandes villes. Il faut dire, monsieur l'inspecteur, que les routes romaines existaient il y a 2000 ans. Jean-François. Il y en a qui existent jusqu'aujourd'hui. Elles existent, non pas voilà. Sur les solutions maintenant, qu'est-ce qu'on fait effectivement pour sortir on a assez évoqué les chiffres ici tout à l'heure. Nous sommes tous d'accord, monsieur l'inspecteur lui-même l'a dit, les chiffres ne sont pas bons. On avance, peut-être lentement, très lentement même, selon ce que nous avons comme chiffres, comme éléments pour analyser. Mais en termes de solutions, qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'on a évoqué la question de la décentralisation, la question de l'association, alors la mise en collaboration avec le secteur privé. D'autres solutions pour aller peut-être plus vite sur cette question, parce que Yam Timba l'a dit tout à l'heure, les populations continuent de ronger leurs freins. Elles qui ne peuvent pas faire sortir leurs produits agricoles des champs pour les grands centres urbains. La situation reste toujours compliquée dans toutes les régions du Cameroun. Moi, je répète ce que j'ai d'abord dit, c'est-à-dire qu'il faut créer une synergie entre les ministères qui parrainent, qui traitent des entreprises qui dégradent les routes, et le ministère des Travaux publics. Tant qu'il existe encore, je voulais dire à Dominique, tant qu'il existe encore, cette synergie avec les ministères justement des forêts, pour la plupart, pour certaines régions du Cameroun, et le ministère des Travaux publics, pour arriver à une adéquation tout à fait acceptable pour que les routes ne se dégradent pas totalement.
C'est vrai qu'on peut créer des routes durables avec tous les matériaux que vous avez. Et moi, je suis très intéressé, en tant que journaliste, à comprendre comment ça là peut se faire un tout petit peu. Faire un article dessus pour informer le public. N'étant pas un ingénieur, n'étant pas... parce qu'il y a 3 ingénieurs sur le plateau, et moi, je suis que journaliste. Donc, je retiens un peu tout cela et je me dis qu'on peut accompagner notre pays en s'enrichissant un peu de toutes ces propositions qui ont été faites là. Ça, c'est d'un. De 2, maintenant, je demeure convaincu que l'État a les moyens de pouvoir réhabiliter le Mat Geni. Tout à fait. Vraiment, il faut réhabiliter le Mat Geni parce que c'est important. C'est un instrument qui est bien pour aider le ministère des Travaux Publics à pouvoir opérationnaliser le travail en régie, puisqu'il y a un décret qui existe, n'est-ce pas, sur le terrain. Je ne sais pas ce que les ingénieurs pensent un tout petit peu. Ah bon, j'ai oublié de dire que vous n'êtes pas ingénieur, vous êtes philosophe. Et c'est pour cela qu'il y a 2 ingénieurs techniques ici. Ils savent très bien de quoi je peux parler. Donc, absolument, on ne peut pas laisser mourir le Mat Geni. Ils ne m'ont rien donné, hein. Mais je dis simplement que ça fait pitié, quoi. Parce qu'ils ont la technicité. Le Mat Geni m'a rien donné pour que je défende leur cause. Parce que eh bien, ça fait pitié parfois de voir comment ils sont en grève tout le temps, ils n'ont pas de salaire et tout ça. On se dit, mais comment un pays comme ça peut laisser des techniciens qu'il a lui-même formés? Bien sûr. Hein? Parce que vous ne savez pas, le Mat Geni formait même le secteur privé. Ils ont une école qui existe encore là pour former les conducteurs d'engins, pour former tout ça. Il faut recapitaliser tout ça. Ça doit être la volonté de l'État. Le ministre peut être de bonne volonté, mais ça ne peut pas venir de lui seulement. Mais il peut donner l'expertise pour dire que voilà ce qu'on peut faire, etc. etc. Mais enfin aussi, il faut ne pas oublier que nous avons besoin de ce fonds-là. De ce fonds. Le fonds routier. Non, pas seulement du fonds routier, les fonds des grands travaux. Parce que, vous savez, les mécanismes, et l'inspecteur, et là, il le sait, les mécanismes pour financer une route, un bitumen, c'est parfois ardu. Parce qu'il faut aller voir dans la coopération bilatérale entre le Cameroun et certaines institutions importantes, donc la Banque islamique, les Chinois, la Banque de développement, les Européens, etc., etc. Parfois, pour monter tous ces projets-là, c'est assez rude, et très souvent, alors que les gens ont un besoin immédiat. Le Cameroun peut lui-même, à travers ce que dans notre... Ça va revenir, M. Viltran. Voilà. Parce que non, que je n'ai pas encore entendu, ce prénom, je le retiendrai. Voilà. Et je le donnerai à un de mes proches. Ah, tant mieux alors. C'est ça, pour essayer de rigoler, pour que vous ne preniez pas mal que je ne retienne pas encore ce prénom-là. Pour permettre de pouvoir, sur les propres terres, constituer ce fonds important. C'est-à-dire, ce font des grands travaux. Revenir à cela, c'est important pour moi de penser qu'on peut arriver à assainir le milieu pour aider le ministère des Travaux publics à arriver à ses fonctions, à ses missions. Mitran, sur les solutions. En un mot, rapidement, chacun après, Dominique Antiné, on va terminer avec sur les solutions, je pense que, moi je dirais qu'on doit pouvoir doter les communes d'une certaine autonomie, surtout envoyer du personnel, permettre aux communes d'avoir du personnel technique aguerri qui est capable de mener à bien certains travaux d'entretien, mais aussi les conventions avec le Mat Geni, le réhabiliter pour que le Mat Geni puisse appuyer les communes de manière mécanique. Mais surtout, l'État devrait pouvoir penser à exploiter les ressources qui sont disponibles dans toutes les parties du Cameroun. Vous avez un sous-sol riche qui a toujours quelque chose qui peut être utile pour faciliter la réhabilitation, l'entretien ou les créations des routes. Donc, pour finir, je pense que on a tout ce qu'il nous faut en matière de compétences. Le grand frère le disait tout à l'heure au Cameroun. On a suffisamment d'ingénieurs à qui on peut donner du travail, à qui on peut demander de la recherche dans les grandes écoles pour apporter des solutions moins coûteuses, efficaces et techniques aux problématiques des routes communales. Dominique ? J'insiste là-dessus, il faut absolument que qu'il y ait une rencontre entre la question de la terre et la décentralisation. Si vous avez 40% des 6 000 milliards qui vont arriver là bientôt, ça fait 2 400 milliards au moins.
vous le remettez aux collectivités territoriales décentralisées, vous êtes sûr qu'il va y avoir beaucoup de bonnes choses. Les corridors même doivent être revus parce que les corridors du Nigeria, on peut en avoir 3. Ça permettait d'améliorer les revenus de l'État et donc d'avoir plus de financement pour les routes, alors que le corridor N'Djamena ou Bangui, c'est des corridors stables qui ont une capacité d'évolution très limitée. On ne peut pas avoir des problèmes, avoir des universités et ne pas travailler en collaboration étroite avec les universités. Je crois qu'il faut aller les voir, ces gens savent. C'est comme ça que les autres pays font. Les ponts même par exemple en bois. Est-ce que vous savez que quand vous allez dans des pays comme la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, la grande majorité des routes rurales, les ponts que vous trouvez, c'est des ponts en bois. Tous nos billes de bois servent seulement à partir, alors que si vous faites des ponts en bois, c'est votre contrôle, monsieur l'inspecteur, un pont en bois bien fait, avec des billes de bois, peut tenir une dizaine, peut-être même plus, une dizaine d'années ou peut-être plus. Et ça permettrait d'aller de l'avant et de parer parfois... Avant, les ponts étaient faits en bois. Bien sûr. Monsieur l'inspecteur, pour terminer. Oui. On a parlé tout à l'heure de la question de l'entretien, même de cette route. Le tout n'est pas de construire. On a parfois pointé du doigt les entreprises qui construisent certaines routes, les critiquant de n'avoir pas l'expertise nécessaire ou la capacité technique et parfois même financière pour construire cette route-là. Et pourtant, ces entreprises-là gagnent les marchés. On soupçonne parfois des copinages et tout ça. Et voilà, sur les solutions, monsieur l'inspecteur, qu'est-ce qu'on fait pour sortir de cette situation, on avait dit catastrophique, que nous avons décrit tous ici ensemble? Oui. Catastrophe, non. Pas d'accord. En fait, nous avançons. Et, par exemple, le recours au partenariat public-privé dont il parle. Je pense que si on regarde comment exploiter aujourd'hui le tronçon autoroutier entre Lolabé et Kribi, c'est une convention de partenariat public. Et la deuxième phase de l'autoroute, Yaoundé-Douala, il y a une séance de présélection. Maintenant, on est en phase d'attribution. Et c'est dans le cadre d'un partenariat public-privé. Donc ça, le ministère a toujours recouru à cette pratique-là. Au niveau des communes maintenant, en plus de ce que je vous ai dit comme solution, le ministère a signé des conventions avec beaucoup de sociétés forestières et des sociétés de développement. Dans l'Est, beaucoup de sociétés forestières contribuent à l'entretien des routes communales. Dans le Grand Nord, avec la Saute de Coton, c'est-à-dire dans les zones de l'extrême nord du nord et partiellement de l'Adama, la Saute de Coton intervient. Dans le sud-ouest, il y a le Soeda. Donc toutes ces sociétés de développement-là, tout ça, c'est des approches qui permettent que le réseau quand même communal soit entretenu régulièrement. La collaboration avec les universités, ce n'est pas, c'est pas nouveau. Ici à Douala, il y a une route que l'université de Douala, il y a une convention entre le ministère et l'université de Douala et les étudiants ont fait l'étude de la route qui va vers l'abattoir. Ça, c'est un exemple. Il y en a tant d'autres, dont les conventions avec les universités, le recours à l'ingénierie locale, c'est pas nouveau. Bon, sur le réseau routier, comme il nous propose qu'il y a une solution qu'une dame a développée, on veut bien la voir. Nous, on est preneurs de toutes les solutions. L'essentiel, c'est qu'on améliore les conditions de circulation et de mobilité des biens et des personnes sur le réseau routier. Vous en discuterez certainement après l'émission. Je crois qu'on va sortir de ce sujet. Mesdames, Messieurs, vous qui regardez Canal Presse ce dimanche, je vous propose d'aller à Yaoundé, suivre le deuxième jour des travaux de la Convention nationale du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun qui se tient en ce moment même au Palais des Congrès. C'est une nuit blanche qui vient de s'achever pour les délégués. Maurice Kamto remplit à la tête du parti pour un 3e mandat et au sein de son bureau national, c'est un jeu de chaises musicales. Le pôle des activités à Yaoundé avec Janice Kamga qui suit pour nous les travaux sur place. La nuit a été longue ici au Palais des Congrès
de Yaoundé, mais au final, la liste unique de Maurice Kamto a été élue à 99,23% des suffrages exprimés. Alors il y a eu au total, selon les chiffres divulgués par le secrétariat général du mouvement pour la renaissance du Cameroun, il y a eu 1332 électeurs, parmi lesquels 155 absents et 9 bulletins nuls. Alors chez les femmes, la liste conduite par Awasso Mispa Free est passée avec 98,46% des suffrages exprimés. Chez les jeunes, la liste conduite par Nafissatou Tamar de l'extrême nord est également passée par acclamation. Et pour avoir quelques noms de la liste conduite par Maurice Kamto, on a aujourd'hui comme premier vice-président Mamadou Mota qui reste. En troisième lieu, maître Sim Emmanuel. En quatrième, maître Odjon. Et en cinquième, Aïssatou Saadou. Le trésorier national reste Alain Foguet. Les travaux qui se sont achevés à 7h ce matin devraient reprendre dans quelques minutes seulement. On assiste à l'instant à la mobilisation générale des militants en direction de la salle juste derrière nous. On a également les partis invités qui sont en train de prendre place à l'intérieur. On devrait assister à l'arrivée du président national, suivi par la diffusion de 2 documentaires relatifs aux prisonniers politiques du MRC. Ensuite viendront les prises de parole des partis invités. Enfin, le discours de politique générale de Maurice Kamto, très attendu. On peut aisément deviner les grandes lignes de ce discours puisque le premier vice-président Mamadou Mota a un peu brossé cela hier à son arrivée. On devrait parler d'éducation, d'accès aux commodités de base, mais également de vivre ensemble et d'unité. Ici au Palais des Congrès pour Canal 2 International, nous sommes Janice Kamga et Raoul Ngoufo. De retour à l'antenne avec cette coupure brusque d'énergie, toutes nos excuses pour cela. On va se permettre peut-être un petit commentaire. Jean-François, Dominique, sur la convention du MRC qui se tient à Yaoundé. D'abord, Dominique. Oui. Je note qu'il y a encore des scores soviétiques dans notre pays, sauf que le soviétisme est mort depuis longtemps. Mais c'est une très belle image de voir qu'il y a des partis qui se réunissent, des gens qui discutent. Et j'espère vivement que de cette discussion, il va sortir quelque chose qui aidera à construire le Cameroun et que les déchirements que nous connaissons autour du MRC vont s'arrêter. Parce que je ne connais pas Maurice Kamto comme homme politique, je le connais plutôt comme enseignant. Et pour moi, je crois qu'autour de lui devrait régner une certaine sérénité. Et nous espérons que sa contribution va s'améliorer avec le temps. Sauf qu'il faut qu'on sache que et ça c'est à l'adresse de l'État, disons pas de l'État, à l'adresse de l'administration camerounaise. Je ne pense pas que interdire les conventions, les réunions des partis politiques d'opposition soit la bonne chose à faire. Parce qu'en réalité, là vous voyez, il y en a une qui se tient, une convention, on n'a rien cassé. On n'a pas détruit la ville. Il faut seulement que les partis aient la discipline de maintenir une certaine sécurité eux-mêmes, mais en même temps, il faut que l'administration sache que ce sont des Camerounais
et qu'en tant que Camerounais, il ne parle que des problèmes du Cameroun et cherche les solutions aux problèmes du Cameroun, et qu'il y a lieu plutôt, et c'est le rôle de l'administration, d'encadrer, d'encourager, d'accompagner, de protéger et de s'assurer que tout se passe bien. Jean-François, les partis politiques de l'opposition également invités pour prendre part aux travaux. C'est une belle image également, non? Oui, je crois que maintenant, en attendant les élections, pour que le MRC confirme sa popularité, puisque c'est l'image que j'ai quand même vue au Palais des Congrès, est impressionnante. C'est-à-dire cette foule derrière son leader, n'est-ce pas? C'est une marque assez montrer que la démocratie avance dans notre pays, qu'on n'a plus besoin, comme moi je l'ai vécu autrefois, de voir comment, par exemple, un parti d'opposition était obligé d'aller dans un garage pour faire son congrès, sa convention, etc., etc. Maintenant, les débats sont publics et tout le monde peut les suivre. C'est-à-dire qu'il y avait là les forces de renseignement et tous, ils suivent tous pour savoir exactement, parce que les notes que les renseignements font, c'est toujours pour le bien du pays. Il ne faut pas toujours regarder les renseignements comme à l'époque ancienne. C'est pour savoir qu'on peut avoir... et là, le MSS se positionne un peu comme un parti de gouvernement. C'est-à-dire qu'après les élections, ils tendent à vouloir gouverner le Cameroun. Et ce qui s'est passé montre bien cela. Bon, maintenant, peut-être, comme l'a dit Dominique tout à l'heure, il faut effectivement que les militants mûrissent complètement, laissent les invectives entre eux déjà, parce que on a connu un moment assez difficile, là où on voyait des gens qu'on estimait être quand même des intellectuels capables d'apporter leur contribution au sein de ce parti, qui ont parfois été écartés pour des raisons, pour une autre. Est-ce que c'était des bonnes raisons, c'était des mauvaises raisons? Je ne suis pas de ce parti, mais je l'observe depuis sa naissance. Personnellement, je connais assez bien le président Kamto, pour l'avoir fréquenté un peu quand il était à l'université de Loire, mais de près aussi. Quand il a été nommé doyen, je faisais partie des premières personnes qui sont allées à son domicile spontanément pour le féliciter. Et quand il a été nommé ministre aussi, etc., et tout ce qu'il avait fait avant, c'est-à-dire Bakassi, autres, etc. Mais maintenant, il a pris la décision de créer un parti politique. C'est désormais un leader national qui, s'il doit gagner les élections, il doit gagner avec toutes les régions du Cameroun. C'est-à-dire qu'il doit s'imposer, il doit donner son programme, expliquer son programme partout. Partout. Pas seulement pour ses militants. Vous savez, ce qui fait gagner les élections, ce sont les électeurs. Ce ne sont pas les militants seulement. Dans tous les pays du monde. C'est-à-dire que c'est d'abord les électeurs. Les électeurs sont ceux qui, même s'ils ne sont pas militants, peuvent se dire que moi je voterai pour tel, parce que je pense que son programme est connu et il est bien pour mon pays, pour moi, etc. etc. Maintenant aussi... je voudrais souhaiter bonne chance au MRC avec son nouveau président, ancien nouveau président, et qu'il puisse permettre. Et surtout, j'ai une pensée pour des amis, c'était des amis que je connaissais malgré le fait qu'ils sont militants du MRC, le professeur Foguet, qui est en prison. Je souhaite que la justice assez lourde, à mon avis, je peux me tromper, un peu injuste, la façon dont ils ont été arrêtés, mis en prison, je pense à Nibou Nissak, et aussi les autres prisonniers qu'ils eux-mêmes qualifient de politiques, parce qu'ils ont été arrêtés parce qu'ils voulaient protester contre la guerre au Nozo, pour d'autres raisons aussi. Mais on doit comprendre que notre démocratie ne doit pas envoyer ses citoyens en prison parce qu'ils ne sont pas d'accord sur quelque chose, ou bien parce qu'ils ont simplement manifesté. Merci. Donc je pense à eux en ce moment, là où ils sont. C'est pas bien d'être en prison et qu'ils voient de loin ce qui se passait au Palais du Congrès dans la nuit. Merci Jean-François. On va passer à la deuxième thématique de cette émission. Nous aurons une vingtaine de minutes seulement pour évoquer ce sujet. 6 740,1 milliards de francs CFA, c'est le budget du Cameroun pour l'année 2024. L'enveloppe est en augmentation de 13,2 milliards de francs CFA par rapport à l'année dernière. Et pour réaliser ce budget, en dépit des recettes pétrolières annoncées en baisse de 32,3 milliards de francs CFA en 2024, notamment dû à l'augmentation, à la baisse du prix du baril sur le marché international, le gouvernement envisage de collecter les recettes internes d'un montant de 5 190 milliards de francs CFA. Et pour revenir au ministère des Travaux publics tout à l'heure,
il fait partie des départements ministériels à la plus grosse enveloppe. Et je voudrais que nous partagions quelques innovations contenues dans cette loi de finances. Je commence par vous, Dominique. On parle par exemple de l'exonération douanière des équipements et matériels utilisés dans le cadre de certains secteurs prioritaires tels que l'eau, l'énergie, la santé, l'élevage, les pêches. Il était temps qu'on arrive là. Non, Michael Kipkio, ce budget, c'est pas un budget. C'est pas un budget. C'est pas... Je veux dire, vous ne pouvez pas vous asseoir, vous dites, on a besoin d'avoir de l'eau chez nous, et la solution qui vous vient à l'esprit, c'est, ouais, on va exonérer les matériels qui arrivent. Non, c'est pas ça, gérer un pays. Ça, c'est un quincailler du coin qui veut renouveler son stock ou créer une extension de ses activités. C'est pas gérer l'État. Vous estimez que vous avez de vrais problèmes d'adduction d'eau parce que vous avez dimensionné les affaires de Douala en disant que c'est 2 millions d'habitants alors que c'était 5 fois plus. Vous n'allez pas dire que c'est parce que vous allez exonérer l'entrée des matériels que vous allez résoudre les problèmes d'eau. Vous créez une usine, monsieur. Vous construisez une usine qui fabrique ça. Quelle est la valeur ajoutée? Créer des emplois. Vous maîtrisez les technologies. Et vous créez un marché parce que les pays qui sont autour de vous ont certainement besoin de tout ça. Et en plus, vous gagnez de l'argent puisque l'entreprise va réaliser des bénéfices. Vous voyez que tout à l'heure, je vous parlais de différences de vision, de paradigmes différents. Ce document qu'on appelle le budget au Cameroun, c'est une grille d'allocation des ressources, ce n'est pas un budget. Pour un État, un budget veut dire quoi? Un budget veut dire quels sont les besoins de mon peuple que je dois satisfaire. Et le in fine, ça vise quelque chose qui est l'objectif final de l'économie, de la science économique et de l'économie en général. Ça s'appelle le bien-être. Quand vous aurez créé des exonérations, quel est le bien-être que ça apporte aux Camerounais? Mais si vous construisez l'usine pour fabriquer ça, vous contribuez au bien-être des Camerounais. Et donc, ce n'est pas ça. Ce budget semblait des innovations. Vous avez le Premier ministre qui dit oui, il faut qu'on ait qu'on mette fin aux habitudes de consommation extraverties. Lui qui vient de dire ça, au moment où il le dit, il est totalement extraverti en termes de consommation. Ce n'est pas ça un budget. Vous ne pouvez pas faire un budget dans un pays, vous n'avez aucune usine que vous créez. Aucune. Vous avez de l'EVA chez vous. Regardez le nombre de pneus qu'il y a dans ce pays. Comment vous faites? Vous pouvez importer des voitures sans pneus parce que vous les fabriquez chez vous. Vous avez un pays dans lequel on va dire, oui, on veut faire, comment ils appellent ça? Ils ont un très joli mot là, l'import substitution. Tout à l'heure, on a parlé des routes. Vous voulez faire l'import substitution, vous commencez à dire, oui, on va mettre des droits d'assises sur les biscuits. Vous vous rendez compte? Vous avez des hauts fonctionnaires, des hommes politiques qui s'asseyent, et pour imaginer ce que leur peuple va manger, ils commencent à parler des biscuits. Attendez. On est en train de jouer ou on est en train de parler d'un pays? Vous construisez les usines qui fabriquent les choses que vous ne voulez plus importer et vous fermez votre marché par des barrières non tarifaires, c'est-à-dire des éléments basés sur les normes en termes de goût, en termes d'ingrédients, en termes de ci ou de ça. Voilà comment vous limitez, vous essayez de vous passer de cette grosse importation à autre chose. Vous dites que vous avez, là vous parlez de l'eau, mais il y a aussi les histoires de pêche. Oui. Ils sont sérieux. L'élevage. Oui, mais les silures que vous mangez ici, les carpes que vous mangez ici, c'est des silures camerounaises. Ce sont des silures hollandaises ou américaines, par leur génétique. Donc vous faites quoi? Oh, vous avez une faculté d'agronomie qui est à Tchang. De sciences halieutiques également. Vous avez également une faculté de sciences, j'y allais. Je raconte ça pourquoi? Parce qu'il y a quelques années, je faisais le business plan d'un homme d'affaires qui voulait faire un élevage de porc avec un abattoir, charcuterie, des choses comme ça. J'ai dû lui faire tout ça. Et puis quand il s'agissait de l'élevage, je lui demande, mais pourquoi vous faites qu'acheter l'aliment qui vient dans l'alimentation des animaux, il y a un truc qu'on appelle le concentré. Et moi, pourquoi vous importez ce truc-là? Et non, vous savez, c'est quelque chose qui vient d'Europe, c'est compliqué. Si c'est compliqué, les gens qui fabriquent ça en Europe, c'est des extraterrestres. Non. Donnez-moi le temps, je m'en vais à la FASA. Et je suis allé à Tchang, voir les enseignants au département qui s'occupe des questions d'élevage des zootechniques. J'ai discuté avec eux. Il y a un enseignant là qui a formulé, qui a écrit une formule de concentré à ce monsieur et il ne l'importe plus. Pendant qu'on fait des choses aussi simples, vous avez le gouvernement qui, lui, ne prend pas le temps de travailler avec toutes les ressources qu'il a.
Et ils commencent à vous dire, oui, on va faire les exonérations, et je vois d'autres partis d'opposition qui disent que ça va permettre de créer des étangs de pisciculture partout. Non, messieurs. Le problème de fond, il y a 2 ou 3 problèmes de fond, je termine par là, qu'il y a dans ce budget. 1, sa structure, ce n'est pas un budget, c'est une table d'allocation de ressources. C'est pas ça qu'on appelle un budget. 2, quand on fait un budget d'État, et vous n'avez pas une seule industrie là-dedans, et vous dites que vous voulez développer le pays, alors que le développement, c'est l'industrie, ça veut dire que ce n'est pas un budget. Et 3, vous ne pouvez pas développer nos pays. Les 2 premiers éléments ne peuvent pas être réalisés parce qu'on n'a pas de monnaie. Et vous avez un budget qui n'aborde nulle part la question de la monnaie. Alors que l'année dernière, à cause de l'opération militaire spéciale en Russie, quand le dollar s'est apprécié par rapport à l'euro, ça nous a créé 500 milliards de dettes. Alors qu'on n'a rien emprunté, on n'a rien fait. 500 milliards de dettes. Question purement monétaire. Donc, vous avez ce budget qui n'a aucun de ces 3 éléments. Vous vous demandez, mais comment les gens s'asseyent une année entière sur des questions basiques comme celle-là? Ils ne les intègrent pas et vous sortent une table d'allocation des ressources, ils appellent ça budget. Cependant, Jean-François Chanon, le gouvernement a quand même pris en compte quelques amendements. C'est vrai que Dominique Gamtima ne les apprécie pas beaucoup. Celle notamment du député Cabral Libi du PCRN, complétant le tableau des produits assujettis aux droits d'assises. Ce ne sont pas que les biscuits, Dominique. Ce sont pas je sais qu'il y a mis au droit de la liste. Je vous dis, toute cette liste n'est pas nécessaire. À l'effet justement de limiter leur importation et par conséquent de booster la production locale. C'est ça un objectif. Non, vous êtes l'État, vous créez l'usine. C'est ce que la Chine fait. Oui, je suis du même avis que Dominique, oui. Parce qu'effectivement, j'ai discuté ailleurs avec d'autres personnes pour comprendre un peu. Je ne suis pas économiste, mais je me dis quand même qu'on continue d'importer le riz, le lait, le sucre, le poisson. Et on enrichit certains individus qui doivent travailler dans cette filière-là. On importe aussi même le ciment. Alors qu'on a une production locale qu'on aurait dû accélérer à pouvoir être plus dynamique, etc., etc., etc. Mais quand on fait un budget comme ça, on se dit que... Et on prend de l'argent pour aider ces gens-là, je crois à peu près 200 milliards. On met de côté pour dire qu'on va aider des gens qui travaillent dans ces filières-là. Ça me paraît quand même un peu... Il faut qu'on soit réaliste pour voir est-ce qu'on va continuer comme ça 60 ans après de pouvoir dépendre de l'extérieur. Prenons les pays qui ont les mêmes indices. Bien sûr. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, le budget c'est 16 milliards, 16 000 milliards. Bien sûr. Nous on est à 6 400 quelque chose. 6 700. À peu près, je crois que quand on devenait tous indépendants, on était à peu près... Avec un fort taux de... Comment dire ça? Qui est un budget de fonctionnement. Oui. Il faut prendre en compte le fait que tout dans à fait. Budget, il y a une grosse partie qui est dans qui est consommée. Le fonctionnement. Oui, voilà. Donc, il faut exactement se dire. Et puis moi, je suis complètement frustré par la façon dont on traite nos députés aussi, par rapport à la manière même on leur envoie cette loi. Dépôt tardif. Texte de projet, etc. Ça montre très bien que l'exécutif est en train de pouvoir. Il faut bien que les gens le comprennent. Que le ministre qui est là, qui vient député là, il n'est rien par rapport au député. Rien du tout. Il n'est rien. Il faut bien qu'il le comprenne, qu'il n'est là que parce que le président lui a donné une partie de sa légitimité. Et que le député qui est là a été élu directement au suffrage universel direct. Autant que le président d'ailleurs. Autant que le président de la République. Et donc il faut respecter ces députés-là. C'est-à-dire que si on leur assigne le travail de pouvoir travailler sur le budget de la nation, donnez-leur le temps de le faire dans les règles, comme le dit le règlement, même la loi. Malgré ces quelques jours-là. Oui, mais vous voulez qu'on parle du fond, d'accord. Une semaine. Vous voulez qu'on parle du fond. Parce que j'ai le sentiment que tu veux qu'on parle du fond. Alors que les à côté même déjà posent des interrogations, j'allais dire utiles et citoyennes. Alors, ben d'accord. Je précisais simplement que malgré ces... Oui, mais il y a quand même quelques députés qui ont fait ça, qui ont fait... Mais est-ce que vraiment... Par exemple,
a introduit 16 amendements. Je ne suis pas là pour faire la publicité. Non, je ne suis pas là pour faire la publicité de Cabral. Je connais par ailleurs. Parlons des faits. Très bien. 2 amendements ont été retenus sur les 16. Parce que tu insistes depuis pour me dire Cabral Libye a fait ceci, Cabral Libye a fait cela, comme si je devais absolument le citer pour dire je me prononce. Ce sont des faits. Oui, ce sont des faits, d'accord. Bon, il l'a fait, d'accord. Mais quel sera l'impact exactement? Parce que quand la copie est tombée, non? Oui, quel amendement a été fait exactement? 2 sur 16. 2 sur 16. 2 sur 16. Sans grande valeur ajoutée. Bon, alors, on est là au début. Aucune valeur ajoutée. On reste là comme ça, on dit. Moi, je souhaite que ceux qui sont... Parce que j'ai aussi entendu dire cela à tous les intellectuels du système, ceux qui travaillent sur ça, notamment dans la belle maison qui a étudié là, où font courir un peu ils lancent des petits trucs pour que dans la société, on dise que c'est un budget d'impact. Ben, quelqu'un disait aujourd'hui que quand j'ai une cible, quand je prends mon arc, j'arbre et que je vais tuer une bête au village, comme on dit chez nous. Si la bête n'est pas assassinée, c'est qu'il n'y a pas d'impact. C'est clair. C'est qu'il n'y a pas d'impact. Donc on veut voir un tout petit peu, est-ce que ce budget va permettre, monsieur l'inspecteur général, de pouvoir dynamiser davantage, par exemple, sur l'enveloppe que vous avez, permettre de pouvoir entretenir ces routes rurales et peut-être apporter les solutions que moi j'ai entendues ici. On lui posera la question tout à l'heure, notamment sur ce qui concerne le ministère. Donc, en gros, pour terminer, peut-être sur ça, parce que je ne suis pas économiste, peut-être qu'ils sont mieux aguerris mieux que moi, pour dire qu'il faut bien que le citoyen lambda qui vit dans un point P, quelque part, puisse sentir que le budget qu'on a pensé là-bas a un impact sur lui, sur sa vie quotidienne. Vitran, pour revenir à vous, Dominique, il a évoqué tout à l'heure la question de l'impôt substitution. C'est devenu une expression très utilisée chez nous, c'est-à-dire scandée chaque jour par des membres du gouvernement et autres. Mais la question figure encore en bonne place dans cette loi de finances, dans ce budget qui vient d'être adopté à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous estimez, au regard de tout ce qui se dit sur la question de l'impôt substitution chaque jour, et quand vous lisez effectivement cette loi de finances, ce budget qui a été adopté, est-ce que vous vous accordez du sérieux à ce qui se dit tous les jours sur la question de l'impôt substitution par exemple? Bon, sérieux, vous voulez me prêter des mots. Est-ce qu'ils sont sérieux, est-ce qu'ils ne sont pas sérieux? Moi, je suis ingénieur, je suis manager, je reste sur les faits. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut dire comme discours, excusez-moi l'expression, comme enfumage, ça ne m'intéresse pas. C'est de manière concrète comment est-ce que le citoyen lambda ressent la valeur de ce qui est décidé là-bas. Comment est-ce qu'il ressent l'impact de toutes ces décisions sur lui. Moi, je vais vous prendre un exemple simple pour revenir dans mon domaine, où je suis bien plus à l'aise. Si je viens dans mon domaine, vous allez remarquer que la plupart des entreprises camerounaises qui travaillent dans le secteur et qui font de bons résultats, je vous prendrai un exemple aussi simple. On a parlé tout à l'heure de PK21, vous avez parlé de cette route, qui était en 2 lots. L'inspecteur pourra m'arrêter. Un lot qui était confié à une entreprise camerounaise, un autre à une entreprise tchadienne, si je ne me trompe. Et le lot camerounais est terminé. Je cherche, là où l'État travaille, à donner des facilités fiscales, douanières à ces entreprises pour qu'elles puissent s'équiper convenablement pour être concurrentielles. Oui. C'est-à-dire que quand moi je regarde tout cela et que je ramène, je vous dis bien, à mon domaine, je me rends compte que on fait tout ce qu'on fait, mais après on est toujours en train de faciliter les importations pour des choses totalement, pour ma part, qui ne sont pas d'une certaine utilité aux citoyens lambda. Donc moi, voilà ce que je peux dire de manière ramassée sur la question du budget actuel. Monsieur l'inspecteur, on revient justement au ministère des Travaux publics. On l'a dit tout à l'heure, il fait partie des départements ministériels à la plus grosse enveloppe. On a vu votre ministre, le ministre des Travaux publics, défendre cette enveloppe à l'Assemblée nationale, lui qui en voulait un peu plus. D'ailleurs, est-ce que c'est tellement avec raison. Le montant arrêté justement peut permettre de construire, d'entretenir les routes pour ne rester que sur celles communales? Pourquoi pas toutes les routes régionales,
nationale et autres de notre pays pour cette année 2024? Non, en fait, permettez-moi, avant de répondre à votre question, de revenir sur ce que les autres copanélistes ont abordé. Par rapport à ce budget, tout n'est pas noir comme on le pense. Il y a des avancées notables, il faut s'en féliciter. J'ai eu l'opportunité d'assister au débat en plénière sur le vote de ce budget. Je crois qu'il y a eu l'intervention du ministre des Finances qui a rassuré tout le monde qu'au cours de l'exercice qui est en train de s'achever, le déficit budgétaire a été maîtrisé. Il est à moins de 1%, 0, quelque chose. C'est que des pays plus aguerris que nous n'arrivent pas à faire la réduction du déficit budgétaire. Je crois que l'autre combat qu'il faut avoir, c'est celui de la balance commerciale, comme ils le disent, d'import-substitution. Mais au niveau des travaux publics, ce qui est fait, c'est d'abord, les efforts consentis pour offrir un réseau routier assez traficable qui permette de réduire les coûts d'exploitation des véhicules. Vous savez, dans les coûts d'exploitation des véhicules, il y a les pièces de rechange, il y a d'autres choses, c'est des intrants que nous ne fabriquons pas ici. Et s'agissant de l'import-substitution, comme ils disent, par rapport aux engins de travaux publics dont le coût est très élevé, je crois que l'administration a pris des mesures depuis, je crois, quelques 2-3 ans, au niveau de crédit, qu'il y a une chaîne de montage des engins de génie civil. Ce qui déjà réduit le coût par rapport à l'importation de ce matériel. C'est une étape. On ne fabrique pas toutes les pièces pour monter ces engins, mais déjà le fait qu'on les monte ici, ça réduit considérablement le coût. Maintenant, pour revenir au budget du ministère des Travaux, il s'élève à 569 milliards. Et contrairement à ce que les uns et les autres peuvent penser, sur les 569 milliards, 508 sont consacrés à l'investissement et 60 au fonctionnement. Et dans les 60 du fonctionnement, 45 milliards sont destinés à l'entretien routier. C'est ce qui est logé au fonds routier. Donc en fait, les salaires, l'eau, l'électricité, le téléphone, les charges courantes de l'administration dans ce budget, c'est à peine 15 milliards. Donc c'est clair et net. Et avec ce budget, il est envisagé de construire des routes neuves. En fin 2004, nous comptons livrer 870 km de routes neuves et 870 mètres linéaires d'ouvrages d'art qu'on appelle communément ponts. Les dallos. Voilà. Et nous allons réhabiliter aussi 504 km de routes et entretenir 2561 km de routes en terre. Voilà les ambitions du ministère par rapport à 2024 et que nous estimons pouvoir arriver à... Dominique Yantimba, la question de la réduction du train de vie de l'État, tel qu'en écoutant M. Adamou Moussa, on a le sentiment que il y a espoir. Le message est passé, qu'il y a un espoir. Non, est-ce que c'est le cas pour vous autres? Pas du tout, en fait. Ce que vous avez entendu, c'est que le train de vie de l'État, c'est pas seulement directement les salaires, le carburant, le machin. Le train de vie de l'État, c'est entretenu par les commissions des marchés publics. Tout à fait. Mais qu'est-ce que les gens croient? Que dans les entreprises, on passe les marchés comment? Qu'il faut des commissions qui s'essayent pour faire passer les marchés publics, pour faire passer les marchés? Et les entreprises passent des marchés en milliards. Il y a pas les commissions ne coûtent pas une fortune. Le train de vie de l'État, il y a énormément de coûts cachés. Par exemple, dans ce budget, des coûts totalement inutiles, c'est-à-dire des coûts improductifs, pas inutiles, des coûts improductifs, par exemple, qui se cachent derrière tous les marchés. Quand le tableau va sortir de ces marchés publics en janvier, il faudra regarder. Vous aurez des millions de marchés et vous allez vous rendre compte qu'il faut des commissions pour tout ça. Et ces commissions, aujourd'hui, la réputation, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Institut national de la statistique et puis la CONAC, les coûts de gestion de ces marchés-là tournent autour de, les plus petits sont autour de 10 à 15%, certains vont jusqu'à 40% du marché. Donc, nous avons un certain nombre de choses dans notre pays qui sont extraordinaires. On fait par exemple la route, on vous dit non, il y a celui qui est l'adjudicataire qui va construire, et puis il y a une sorte d'entreprise qui est toujours là, bizarrement, qui est censée faire le contrôle, quelque chose comme ça. La maîtrise d'œuvre. Mais ils sont sérieux. Tous les gars qui sont assistants, chargés d'études au ministère, leur boulot c'est quoi? Ils font quoi?
Il y a toute la direction des routes là. Leur travail, c'est quoi exactement? Pour qu'on puisse aller chercher quelqu'un, en général, il faut quelqu'un qui fasse des études. Après, il faut quelqu'un qui va rédiger d'abord, avant de faire les études, les TDR, les thèmes de référence. Il faut quelqu'un qui fasse les études. Après, il y a quelqu'un qui va venir contrôler. Tout le personnel du ministère là sert à quoi? Monsieur l'inspecteur, ils servent à quoi? Alors qu'on suppose que c'est leur boulot. Parce que c'est eux qui doivent nous garantir que ce qui est fait est fait. Ce n'est pas des étrangers. Pire, on a des gens ici. Lorsque j'entends M. Pedga dire qu'il a démissionné, je suis très content. Oui, merci. Parce que... Mais c'est le ministère, c'est les fonctionnaires qui doivent dire, messieurs, ce que vous faites chez nous doit être de la meilleure qualité possible. Mais vous avez la route qui est construite par une entreprise étrangère et vous avez l'entreprise de contrôle qui est une entreprise étrangère. Les Camerounais sont à quel niveau? Donc c'est ça, en fait c'est tout ça le fonctionnement de l'État qui est d'une bizarrerie incroyable. Je dis, le tout n'est pas de dire on a 500 milliards, 569 milliards ou 63 milliards et que là-dedans, 69, on n'a que 15 milliards qui vont aller dans le fonctionnement de tout ça, c'est le ministère. La question que l'on va vous poser, pour construire les routes, si vous voulez faire 870 km de linéaire de route bitumée, d'une route neuve, vous avez besoin d'utiliser beaucoup de matériel. Une grande partie, le bitume, les garde-fous en aluminium, tout ça est importé. Où est-ce que le gouvernement, parce qu'après moi je ne vais pas commencer à interroger un petit point, j'interroge ce qui est au-dessus, la vision globale. À quel niveau, Alucam est une entreprise en difficulté, mais ils produisent de l'aluminium. À quel niveau le gouvernement a-t-il pensé que les garde-fous là, on devrait créer l'usine qui va prendre l'aluminium d'Alucam pour les fabriquer? C'est ça que nous demandons dans ce budget. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'en tenir à la belle histoire, alors qu'en réalité, le support de la belle histoire, le fondement de la belle histoire n'existe pas. Si vous prenez dans les 500 milliards, 508 à peu près, et vous décidez qu'il va y avoir une usine de 20 milliards qui fabrique les garde-fous et tout ce qu'il y a dans le cadre de la construction des routes qui est en aluminium, et vous allez donc acheter 10-15% de la production d'aluminium d'Alucam, vous remettez cette entreprise à flot. Le gouvernement pense à quoi? Et ensuite, vous avez tous les pneus au Cameroun, tous les engins qui sont là. Il parlait de Madjeni tout à l'heure. Tous ces gens-là, vous dites, on va faire les travaux publics, mais il nous faut quand même être sûr que vous avez dit qu'il y a une unité d'assemblage à Kribi. Ça produit combien d'engins par mois, par an? Ça fonctionne déjà? Moi, je suis au courant. Je ne suis pas au courant. Bon, alors, vous devez... En fait, au fond, Michael Chikyo, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que toute la belle histoire qui va être racontée sur on a eu des avancées, on a eu ceci. Si vous avez quelques avancées, mais que vous n'avez aucune valeur ajoutée, et que vous n'avez pas de valeur ajoutée en termes économiques, mais vous avez peut-être une valeur ajoutée en termes de procédure ou en termes... C'est pas ça que le peuple attend. Le peuple n'est pas là pour savoir que maintenant vous gérez bien. Le peuple suppose que vous êtes là pour gérer bien. Ce que le peuple attend, c'est le bénéfice, l'impact sur sa vie quotidienne. Si on dit on veut faire 870 km de route et qu'on va avoir 400 km de garde-fous et on dit on va créer la petite usine qui va faire ces garde-fous-là en prenant l'aluminium d'Alucam, on crée de l'emploi avec cette petite usine, on garantit l'emploi à l'Alucam, on crée des produits qui peuvent être vendus dans les pays étrangers. Voilà ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Donc le budget tel qu'il est présenté, moi je comprends monsieur l'inspecteur, il ne peut pas dire un certain nombre de choses, car il dira que le ministre des Finances peut rassurer les gens sur moins de 1% du déficit budgétaire. Le ministre des Finances là, il sait que quand on développe un pays, on est là à vouloir équilibrer les comptes d'un État, mais c'est quelle économie ça? C'est une gestion financière de Moyen-Âge ou quoi? C'est pas ça, un budget. Et si c'est ce genre de choses qu'on justifie ce budget, sur le plan de la science économique, c'est encore pire qu'on ne l'imaginait. On refera peut-être le débat une autre fois. Messieurs, en tout cas, moi, j'encourage quand même le ministère à travailler avec ce budget-là.
pour permettre d'avoir quand même quelques routes. Oui, de toutes les façons. Monsieur l'inspecteur général. C'est le budget qu'il aura alloué. Donc, il fera ce qu'il a à faire avec ce budget ainsi que les autres départements ministériels. On fera peut-être une émission pour disséquer davantage de ce budget. Vous le voyez, vous n'avez pas eu assez de temps pour en discuter davantage. Merci, monsieur l'inspecteur général, d'être venu, d'avoir fait le déplacement à Douala pour cette émission. Merci à vous, Jean-François Chanon. Je vous souhaite également un très bon retour. Merci bien. Yaoundé, on se revoit très bientôt. Merci. C'est ma base ici. Dominique Yamtima, merci d'être venu à cette émission. Merci à Litran Pedgar d'être venu. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir regardés ce dimanche. Passez une très bonne journée et à dimanche prochain.